Perdu dans le désert du Sahara, Louis a une petite soif. De l'eau! Grâce à Salesforce Customer 360, l'entreprise Mission Hydratation arrive à la rescousse. L'équipe marketing lui offre un choix. Pétillante? Et le service client ajoute une touche d'attention. Oh, fraise! Avec Salesforce Customer 360, toute l'entreprise est mobilisée pour faire de Louis un client heureux et hydraté. Réussissez où que vous soyez sur salesforce.com/bonjour360. Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h. RTL Matin avec Dominique Tenza. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce matin. Je suis très heureux de démarrer la journée à vos côtés. Bonjour Marina. Bonjour Dominique. Bah oui, ça fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Ça fait un bail, dis donc. Hein. Bah oui. C'est pas vu depuis quand? Depuis hier matin. Depuis hier matin. Ah, quand même. Vous m'aviez manqué, vous savez. Bon, on se croise tous les matins, on se parle, mais du regard, pas beaucoup plus. Mais là, on va pouvoir se parler pendant 2 heures et demie ensemble. Oui, quelle joie, quel bonheur. Ça se sent, Marina. Bien reposée? Alors, reposer, c'est peut-être un grand mot, mais en forme. Bon, j'ai l'impression que ça se rafraîchit un peu, non? Ce n'est pas qu'une impression. J'étais à 2 doigts de gratter ma voiture ce matin. C'est vrai, vous avez mis votre petit col roulé. J'ai mis mon col roulé. Qui vous moule un petit peu, écoutez, ça vous va très bien. Je croyais que ça vous boudinait justement, ça ne me boudine pas. Bon, non, on voit bien vos muscles. Oui, mais n'en faites pas trop non plus. C'était vrai. La personne que vous avez entendue, c'est Pierre-Louis Mauger. Je vous présente Pierre-Louis Mauger. Ce serait pas un tantinet jaloux. Bonjour Pierre-Louis. Légèrement, bonjour. Comment ça va Pierre-Louis? On se retrouve ça va et vous Dominique? Parfait. Dans une vingtaine de minutes pour une histoire. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de l'initiative d'un ministre indien pour réduire le bruit dans les rues. On verra, surprise. Le bruit dans les rues, parfait. Allez, dans une vingtaine de minutes. On est ensemble jusqu'à 7h avec tous vos rendez-vous et notamment, l'histoire de cette chanson. On vous reconnaît là tout de suite. Eh ben, c'est même pas moi qui l'ai choisi, mais j'assume totalement. Holiday, Madonna. Le tube qui fera de Madonna une star en 1983, figurez-vous qu'elle n'a failli jamais le chanter. Je vous raconterai ça. Et puis on écoutera Holiday en entier, ça nous fera du bien. Aline Perraudin de Santé Magazine, nous parlera blanchiment dentaire. Est-ce si facile d'avoir de belles dents, un beau sourire? Est-ce qu'il suffit d'un dentifrice pour faire des miracles? Vous imaginez bien que c'est un peu plus compliqué que ça. On en parlera avec Aline juste avant 6h. Que valent vraiment les sondages et peut-on réellement s'y fier à 6 mois d'une présidentielle? On en discutera ce matin avec William Galibert du service politique qui va nous expliquer comment on construit un sondage. Vous verrez que tout ça répond à des règles assez précises et que c'est assez passionnant. Autre sujet brûlant, le prix de l'essence. Doit-on et peut-on d'ailleurs faire baisser la fiscalité sur le carburant? C'est ce que proposait hier soir Anne Hidalgo, elle était sur RTL. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, également sur notre antenne, a semblé lui fermer la porte à cette proposition. Est-ce une bonne idée? Qu'en pensez-vous? Vous pouvez réagir dès maintenant au 3210 et sur la page Facebook des Petits Matins. C'est votre émission, votre espace de liberté. J'en profite pour saluer Hervé. Ça va Hervé? Très bien, et vous-même? Très bien, il paraît qu'il y a une grosse fête qui se prépare dimanche. Oui, pareil. Je suis invité? Non. Non, d'accord, ok. Oui, voilà. On précise pour les auditeurs je viendrai quand même. Que notre réalisateur va changer de dizaine. On ne dira pas laquelle, mais dimanche, voilà, il a 20 ans, c'est ça? Oui, il va passer de 29 à 30. 30, c'est ça. Lol. Hervé, avec beaucoup de monde autour de vous aujourd'hui. Alors, qui y a? Nous avons Andreas. Bonjour Andreas. Pardon, je vais commencer. Nous avons Béatrice. Bonjour. Bon, toute petite. Et nous avons Nicolas derrière moi. Voilà. Bonjour. On prépare déjà la fête. C'est ça. En fait, quand Dominique Tenza présente le Petit Matin, il y a du public. Ouais. Ça applaudit pas encore, mais tout à l'heure on verra. Allez, nous sommes le jeudi 7 octobre. Nous fêtons les Serges. Il paraît qu'il faut que je donne le dicton du jour. Oh, vous étiez pas obligé, franchement. Si, je vais le donner quand même. Oh là là. Je vais regarder maintenant, je l'ai cherché, donc je vais le donner. À la Saint-Serge, met la charrue en terre pour niveler les taupinières. Je vous laisse méditer. Voilà. Vous avez votre permis charrue? Vous allez pouvoir aller nous débarrasser les taupinières. Merci d'être au rendez-vous, de nous rester fidèles chaque matin. Il est 4h34, un premier point tout de suite sur l'actu. Vous écoutez RTL. Vers une 3e dose de vaccin pour tout le monde après les plus de 65 ans et les résidents d'EHPAD. Les autorités sanitaires recommandent désormais cette 3e dose de vaccin anti-Covid pour chaque soignant et indiquent qu'elle pourrait bientôt en faire de même pour tous les adultes. Le sujet sera au programme tout à l'heure d'un conseil de défense sanitaire. Il veut être le candidat de la droite de ce qu'on appelait le RPR. Éric Zemmour, qui n'est officiellement toujours pas déclaré mais déjà qualifié pour le second tour dans un récent sondage, réagit et parle de dynamique. Le polémiste qui voit dans
son potentiel électoral, le rassemblement des classes populaires et de la bourgeoisie patriote. Elle est bien candidate à l'Elysée, on en parlait il y a quelques instants. Anne Hidalgo veut faire de l'essence un produit de première nécessité. Sur RTL, hier soir, la maire socialiste de Paris a expliqué vouloir abaisser la TVA sur le carburant de 20% à 5,5%. Des indicateurs au vert concernant les chiffres du chômage. L'INSEE prévoit une nouvelle baisse au troisième trimestre à 7,6%. C'était 8% au trimestre précédent. L'emploi salarié dépasse désormais son niveau d'avant la crise. Après la publication du rapport Sauvé sur les abus sexuels au sein de l'Église, ce sont les propos du président de la Confédération des évêques de France qui suscitent cette fois la polémique. Interrogé pour savoir si les crimes confessés devaient être dénoncés, il a déclaré que le secret de la confession était, je cite, plus fort que les lois de la République. Le pape François a lui réaffirmé sa honte après la publication du rapport. De son côté, Emmanuel Macron souhaite vérité et réparation pour les victimes d'abus sexuels. En football, les demi-finales de la Ligue des Nations et la France qui affronte ce jeudi soir la Belgique à Turin comme un remake de la demi-finale du Mondial il y a 3 ans. Rencontre qui sera à suivre en intégralité dans RTL Foot dès 20h40. En cas de victoire, les hommes de Didier Deschamps feront face à l'Espagne dimanche en finale. La Roja qui a renversé l'Italie hier, championne d'Europe, score final 2-1. Et puis les supporters de l'OM vont pouvoir se recueillir ce jeudi après-midi à partir de 17h devant le cercueil de Bernard Tapie au stade Vélodrome. Hier, une messe d'obsèques s'est tenue à Paris avant une autre prévue vendredi. Ce sera demain dans la cité phocéenne où sera inhumé l'homme d'affaires. RTL Matin. La météo, Marina, alors je le disais, c'est un peu froid ce matin. Mais oui, il va falloir se couvrir ce matin, notamment si vous êtes à Guéret, parce que là, à 4h, on ne relevait que 2 degrés à Guéret. Il fait 6 à Beauvais, 6 à Orléans, vous avez 6 à Nemours, à Auxerre ou encore à Saint-Étienne et à Albi. Un autre 6 degrés, c'est un SMS de Louis Boulanger à Claré dans le Nord. Le ciel y est étoilé, la température est de 6 degrés. Je vous rappelle, pour envoyer un SMS, vous écrivez matin, votre message, vous envoyez ça au 64 900, surtout pas plus de 160 caractères, sinon on ne peut pas lire vos SMS. Nous avons Teddy qui lui est à Saint-Christophe-la-Couperie, c'est dans le Maine-et-Loire. La température n'y est que de 8 degrés et 5 degrés seulement à Rodez sous un ciel étoilé. SMS de Laurent. Donc c'est frisqué cet après-midi. Par endroits, ça remontera un petit peu parce qu'il y aura quand même pas mal de soleil. Il fera entre 15 et 24 degrés. Vous aurez 16 à Nancy. Il fera 17 à Grenoble et Rouen, 18 à Lille, 18 à Paris, 18 à Rennes et Limoges, 19 à Nantes, 20 degrés à La Rochelle et à Toulouse, 21 pour Marseille et Bastia, 23 à Nice et à Perpignan et 24 à Ajaccio. Alors côté ciel, ce matin, il y a quand même pas mal de ciel étoilé, notamment le tiers sud de l'Aquitaine aux Alpes, mais aussi des Hauts-de-France à l'Île-de-France, au centre, à l'Auvergne. Disons que dans cette zone, il y a des éclaircies, mais il y a aussi des plaques de grisaille, soit des brumes, brouillards, soit des passages nuageux, mais enfin, c'est pas homogène. Là où vraiment c'est un peu plus couvert, avec quelques gouttes, c'est sur le quart nord-ouest et sur le quart nord-est du pays, et ainsi que sur la Corse. Cet après-midi, belle amélioration. Le soleil va s'imposer sur presque toute la France. Je dis presque toute parce qu'il y a 2 zones qui vont faire exception. La Corse, où ça restera assez nuageux, avec un petit risque d'orage, d'averse, sur les reliefs. Et puis le nord-ouest, c'est-à-dire Bretagne, Normandie, voire jusqu'à la Loire-Atlantique et à la Mayenne. Vous allez garder un ciel assez couvert. Il peut y avoir quelques petites averses là-dedans. Mais sinon, partout ailleurs, cet après-midi, ce sera très agréable. Un petit mot du vent, le Mistral qui souffle assez fort, puisqu'on aura des rafales à 80-90 km/h. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Marina. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur RTL. Un seul numéro pour nous joindre et réagir à l'actualité, le 3210. La page Facebook également, RTL Petit Matin. La hausse continue du prix de l'essence. Vous l'avez forcément constaté et vous la sentez peut-être passer, la douloureuse, chaque semaine au moment de faire le plein. Par curiosité, tiens, j'ai relevé le prix hier à côté de chez moi. Je précise que je n'habite pas Paris, mais en banlieue, à côté d'un centre commercial. 1,69€ le litre. Et ça, c'est la station du supermarché. Donc, du coup, vous êtes venu en vélo ? Je suis à pied. Je l'ai mis 2h30. Je vous laisse imaginer le prix pratiqué par les grandes enseignes. C'est un vrai sujet. Faut-il bloquer les tarifs du carburant comme le réclament certains ? L'État peut-il réduire, diminuer la fiscalité qui, je vous le rappelle, compte pour 60% dans le prix final ? On en parlera tout à l'heure avec notre spécialiste auto, Christophe Bourou. Autre sujet ce matin, les sondages. Il semble que ce soit la pleine saison. Il en sort 2 à 3 par semaine en ce moment. Le dernier en date d'ailleurs donne Éric Zemmour qualifié pour le second tour alors qu'il n'est même pas candidat. D'où cette interrogation légitime. Que valent vraiment ces sondages ? Sont-ils fiables ?
parce qu'ils prennent aujourd'hui une part importante dans la campagne. Ils peuvent même l'influencer. Ils ont une responsabilité. William Galibert du service politique nous aidera à tout comprendre. Plusieurs moyens, Marina, pour nous contacter ce matin. Mais oui, le 3210, vous le disiez. Je vous parlais des SMS, 64 900 code matin. Et puis vous pouvez aussi nous laisser des messages sur les réseaux sociaux. Il y a notre cher Pierre-Louis Mauger qui est juste à côté de moi. Pierre-Louis, qui Tout à fait. vous regardez bien ça, hein? Qui vous Je surveille? regarde tous les messages. Je lis tout. Je vois tout. La page Facebook RTL Petit Matin. Merci beaucoup. Réveil en musique avec Louane et son dernier titre, Tornade. Vous êtes bien sur RTL. Excellent réveil à tous. Petite, te laisse pas enfermer, t'as toujours su rêver. Petite, je te promets, c'est pas ta faute. Ce monde que t'as imaginé ne saura pas te sauver. Petite, je te promets, t'en verras d'autres. Tu rêves de partir, pouvoir choisir, oublier ta peine. 100 fois tu vas tomber, 100 fois croire que c'est terminé, 100 fois tu vas te relever quand même. Et quand tu sais plus qui tu es, les vents t'emmènent du mauvais côté. Surtout n'oublie pas en toi la tornade. Et quand t'as besoin de crier, que tu ne vois plus ce qui pourrait changer. Surtout n'oublie pas en toi la tornade. Et quand tu sais plus qui tu es, les vents t'emmènent du mauvais côté. Surtout n'oublie pas en toi la tornade. Et quand t'as besoin de crier, que tu ne vois plus ce qui pourrait changer. Surtout n'oublie pas en toi la tornade. T'as grandi et tes rêves aussi, l'innocence qui s'enfuit. T'as grandi, tu te sens pas comme les autres. Tu commences à sortir la nuit, à faire ce qu'on t'interdit. Y'a des étapes qu'il faut pas que tu sautes. Tu rêves de partir, pouvoir choisir, oublier ta peine. 100 fois tu vas tomber, 100 fois croire que c'est terminé, 100 fois tu vas te relever quand même. Et quand tu sais plus qui tu es, les vents t'emmènent du mauvais côté. Surtout n'oublie pas en toi la tornade. Et quand t'as besoin de crier, que tu ne vois plus ce qui pourrait changer. Surtout n'oublie pas en toi la tornade. Et quand tu sais plus qui tu es, les vents t'emmènent du mauvais côté. Surtout n'oublie pas en toi la tornade. Et quand t'as besoin de crier, que tu ne vois plus ce qui pourrait changer. Surtout n'oublie pas en toi la Tornade, le dernier titre de Louane qui apparaîtra sur une nouvelle réédition de son album Joie de vivre, sorti l'an dernier. Bon réveil avec Dominique Tenza sur RTL. La France qui se lève tôt. La France qui se lève tôt. Et c'est l'heure où nous partons à votre rencontre. On apprend à se connaître, à en savoir un peu plus sur vous, sur vos habitudes, vos passions, vos régions, vos hobbies. Où est-ce qu'on part ce matin, Marina? Franchement, on va voyager. Je vais vous parler Iran, Danemark, Suède, région parfait. lyonnaise et même Grèce. En fait, on va accueillir Cheyenne. Il est en vacances en Grèce et franchement, c'est sympa de nous parler aussitôt en vacances. Bonjour Cheyenne. Bonjour Cheyenne. Bonjour. Parce qu'il n'est pas beaucoup plus tard qu'en France. Vous avez quelle heure chez vous là-bas? Enfin, chez vous, en vacances. Là, là, il fait 5h43. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment quand même sympa de se tôt. lever pour nous. Alors. Surtout en vacances, quoi. Surtout en vacances. Merci déjà. Vous êtes je vous parti en quand en prie. vacances, Cheyenne? C'est votre semaine de vacances? C'est votre, finalement, c'est aux vacances d'été, c'est ça? Un peu en retard? C'est ça, voilà, c'est ça. Là, ça fait 2 semaines que je suis en vacances. Là. Et vous restez jusqu'à? Jusqu'à vendredi. D'accord, oui, c'est donc c'est encore une journée quoi. Encore une journée à en Oui, profiter. c'est ça. Pour Et vous êtes- profiter, ouais, après le Vous retour. êtes où en vacances en Grèce? À Athènes. À Athènes. Et vous êtes resté à Athènes pendant 2 semaines?
Non, vous avez bougé Non, on a quand même... on est parti un jour faire les météores, une randonnée sympa où il y a pas mal de monastères dans les montagnes. Ouais. Et un autre jour, on est parti aussi à Delphes, une ville où il y a des ruines plus des musées. Donc pareil, c'était un peu une petite visite culturelle et pas mal de marches. Et autrement, non, déjà à Athènes, il y a pas mal de choses à faire. Donc ce sont plus des vacances axées patrimoine et histoire que plage et farniente finalement, non? c'est ça. Bon, le farniente, oui, mais la plage, pas trop. Non, moi je préfère, j'ai du mal à rester sur place, donc j'ai besoin de bouger. C'est pour ça, si je peux éviter la plage, Et ça doit être je agréable. l'évite, quoi. Ça doit être agréable de partir à cette époque, puisqu'il fait encore bon en Grèce à cette époque de l'année, et vous avez moins de touristes. Ah bah ouais, c'est ça. Il y a moins de monde, et puis la Grèce, c'est un pays qui fait un peu plus chaud que chez nous, en France, on va dire. Donc là, on a du soleil, il fait pas trop chaud. Il y a un peu de vent, donc c'est plus supportable. Même malgré ça, entre midi et 15-16 heures, c'est encore, il fait assez lourd quand même. Donc C'est vos premières vacances en Grèce, Cheyenne? C'est la première fois que vous mettez les pieds dans ce pays? Oui. Et vous voyez, pourtant vous voyagez beaucoup parce que donc je précise aux auditeurs que donc vous habitez la région lyonnaise, mais vous êtes originaire d'Iran et vous avez vécu dans plusieurs pays. Vous nous expliquez un peu votre parcours? Oui, alors moi du coup, donc je suis né, j'ai vécu en Iran jusqu'à l'âge de 11-12 ans. Ensuite, donc mes parents, ils ont décidé de quitter le pays, donc on a été à peu près un an et demi au Danemark. Ensuite, on a rejoint ma famille en Suède pendant un an. Et par pur hasard, avec des connaissances qu'on a eues au Danemark, en fait, on s'est retrouvés en France, à Lyon. Et depuis, on n'a pas quitté Lyon. Après, moi, donc j'ai fait toutes mes études à Lyon. Et puis, une fois les études terminées, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'envie de partir. Alors que je disais tout le temps, je quitterai jamais Lyon. Depuis, j'ai du mal à y revenir. Du coup, donc après mes études, je suis parti un an à Saint-Dizier en Haute-Marne. Après, il y a eu une petite expérience en Angleterre, à Nottingham. Après l'Angleterre, je me suis retrouvé aux Pays-Bas. Oui, donc en effet, vous n'arrivez pas à rester sur place. Ça se confirme. Vous avez le virus du départ finalement. On dit que quand on commence à voyager, on peut jamais s'arrêter. Vous confirmez? C'est ça, voilà. Moi, mes parents, ils m'appellent Marco Polo, quoi. Et pourquoi vous aimez bouger en fait comme ça? On va pas rentrer dans une psychologie. Mais qu'est-ce qui vous attire dans le fait d'aller justement découvrir d'autres pays, d'autres cultures? En fait, moi, c'est plus ça. C'est vraiment partir à la découverte. Bon, ça après, j'ai compris plus tard. Au début, je pense que c'était juste l'expérience. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai vécu jusqu'à la fin de mes études, j'étais chez mes parents. Donc, c'était aussi un peu, pour moi, une expérience de dire, je suis capable de vivre, entre guillemets, tout seul, me débrouiller tout seul, je pense. Donc, et puis surtout l'excitation de partir ailleurs, quoi. Voir d'autres pays ou d'autres gens. Mais avec du recul, j'ai compris que c'est vraiment c'est d'aller vers l'inconnu. C'est d'aller vers l'inconnu, c'est ça qui m'attire le plus. Et surtout, quand je fais après, bon là c'était dans le cadre du travail, mais quand je fais mes voyages, en général, c'est des destinations, on va dire, comme je suis un peu aussi fan de l'histoire, donc c'est des destinations où je sais que je vais aller me régaler, quoi. Après, bon, chaque pays a sa culture, a son histoire, donc... Et de tous les pays, de toutes les villes visitées, est-ce qu'il y a un pays, une ville où vous vous dites, voilà, j'aimerais plus tard, pas terminer là, mais en tout cas essayer de m'établir là quelques années? Qui vous a plus plu, quoi? Ah bah oui, là, moi, c'est Rotterdam, j'y retournerai à n'importe quel moment de ma vie, quoi. Ah oui, c'est pas la première fois que j'entends parler de Rotterdam comme ça. Qu'est-ce qui vous y plaît? Ouais. Ah, de tout. Ça a été juste génial, quoi, l'expérience que j'ai vécue là-bas. Déjà, Rotterdam, c'est un pays... pour moi, en tout cas, j'avais l'impression de voir plus d'expats que d'Hollandais. Après, c'est une architecture très moderne, très variée. Des fois, on pourra même dire très bizarre. Puis même les gens,
enfin, les Hollandais, franchement, je crois qu'ils m'ont accueilli les bras ouverts, donc je les ai dans le cœur. Mais Ouais. ce que j'ai adoré dans cette ville, c'est le respect d'autrui, en fait. C'est les gens, ils pensent plus société qu'est l'individu. Donc, tout se passait bien. Il n'y a pas eu, j'ai pas connu de mauvaises expériences ou de galères là-bas. Et puis c'était une ville qui était assez moderne. Donc Rotterdam, là la Grèce ça se termine demain, retour à Lyon ? C'est ça. Retour à Lyon, retour au travail. Retourne à la réalité. Qu'est-ce que vous faites ? Voilà, dans une entreprise de cartonnerie, c'est ça ? C'est ça, je suis responsable production dans une entreprise de cartonnerie, donc qui est située à 1 heure de Lyon, à peu près. Donc pareil, comme je vous dis, j'ai du mal à rester sur place. Donc la semaine, c'est une petite ville qui s'appelle Oyonnax. Donc la semaine, je suis à Oyonnax et le week-end, je suis retour à Lyon. D'accord, faut que ça bouge quand même, quoi. Même s'il y a un petit je peux pas faire du périmètre, faut sur-place. Et puis je suis sûr que vous avez déjà en tête vos prochaines vacances, vos prochaines destinations. Oui. Et ce sera ? Alors, si tout se passe bien et que je trouve des billets pas chers, parce que je trouve que les prix ont vachement augmenté, ça sera Porto dans 2 ou 3 semaines. D'accord, oui, déjà. ça va. Comme j'allais dire, au mois d'avril. Non, dans 3 semaines. Bon, on va vous souhaiter une bonne journée, Cheyenne. Vous allez vous recoucher Ça ou pas va. C'est quoi le programme de la journée de vacances ? Là, pour le dernier jour, je crois on va profiter d'Athènes. Ouais. Je suis avec un ami qui est musicien, donc dans l'idée, c'est de trouver un bouzouki pour ramener en France. Qu'est-ce que c'est un bouzouki, pardon, moi je sais pas. C'est un instrument traditionnel grec. C'est un peu comme le guitare, mais c'est des double cordes, donc 4 double cordes, et puis ça fait un son assez sympathique. Et puis là, ici, il y en a partout qui jouent, donc du coup, on est tombé fan de ça. Donc on va aller chercher l'instrument de l'artiste dans la journée. Très bien. On vous remercie, Cheyenne, on vous souhaite une bonne fin de vacances. Et 4h51 sur RTL, si vous voulez qu'RTL vienne à votre rencontre, vous nous envoyez un mail rtlpetitmatin@rtl.fr, la page Facebook, si vous voulez, comme Cheyenne, discuter avec nous dans la France qui se lève tôt chaque matin. Dominique Tenza. RTL Matin jusqu'à 7h. L'histoire qui réveille à présent, et ce matin, Pierre-Louis, vous allez nous parler de cette drôle d'idée d'un ministre indien, celui des transports, qui souhaite faire taire la cacophonie sur les routes du pays. Ah oui, Dominique, Marina, je ne sais pas vous, mais quand je suis monté dans la capitale pour le travail, le petit breton que je suis était parfois troublé. Pas si petit que ça, hein. J'étais parfois troublé par l'intensité de la circulation. Je dirais que c'est les voitures qui ont peur de Pierre-Louis plutôt que l'inverse. Peut-être. Notamment la circulation de l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly, où se trouve le siège d'RTL. Ouais. Ça klaxonne à tout va et souvent pour pas grand-chose. Il faut le reconnaître, ça peut vite devenir insupportable. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un pays où c'est bien pire, c'est l'Inde. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de visiter l'Inde. Non. Eh bien, quand vous sortez dans la rue, très souvent, l'ambiance, c'est ça. Alors, c'est un véritable enregistrement d'un habitant de Bombay. D'accord. Il faut savoir qu'en Inde, le fait de klaxonner fait partie intégrante de la façon de conduire. Les bus, voitures, motos, camions et les tuk-tuk se disputent l'espace sur des routes très souvent bien amochées. L'avertisseur sonore est plus sollicité que les clignotants ou les rétroviseurs. Une voiture trop lente, klaxonne. Un feu passé au rouge, klaxonne. Un rond-point, klaxonne. Certains ne s'embêtent même plus, ils klaxonnent simplement pour prier les autres usagers de la route de libérer le passage. Alors du con, tu la bouges ta caisse? Ta gueule! C'est pas de l'Indien, ça? Ah, c'est un Indien dans la ville. Mais quel talent, ce Pierre-Louis. L'utilisation du klaxon est tellement devenue ordinaire que la plupart des camions roulent même avec des pancartes encourageant les voitures à klaxonner pour signaler leur intention de doubler. Concrètement, ces nuisances sonores classent les villes de Bombay et New Delhi parmi les plus bruyantes au monde. La solution pour y remédier, elle viendra peut-être de Nitin Gadkari, le ministre des Transports, qui aimerait mettre en place une loi totalement insolite. Alors, dites-nous, quelle idée a-t-il eu? Eh bien, Nitin Gadkari a un doux rêve, remplacer les tut-tut et autres bip-bip par de la musique indienne. Il a déclaré à la presse locale qu'il étudiait la question. J'envisage bientôt d'élaborer une loi pour que les klaxons de tous les véhicules prennent le son d'instruments de musique indiens afin que ce soit plus agréable à entendre. Pas sûr, en même temps, tous En même temps, ensemble. ça risque d'être compliqué, ouais. Mais il ne s'arrête pas là. Il songe aussi à troquer les sirènes des ambulances et de la police qu'il juge irritantes contre des airs apaisants. Le ministre a cité un exemple, les petites musiques matinales diffusées par la radio All India, le RTL local. Au programme, des airs de flûte, de tabla, d'harmonica ou d'harmonium.
crime. Ah, on imagine bien la police arriver pied au plancher sur une scène de crime avec ce genre de sirène. Ah bah c'est joli, hein, mais tout de suite c'est moins crédible. Bah oui. Ça fait moins peur. Oh les mains. À l'initiative prête à sourire, elle semble peu réaliste. Il faut comprendre que la pollution sonore est un véritable problème de société en Inde. Au-delà du stress, tout ce tintamarre peut générer des troubles auditifs, des troubles du sommeil et dans le pire des cas, des dépressions nerveuses. Moi qui me plaignais des travaux dans ma rue, je vais faire attention. Faire des routes du pays un concerto géant, ça respire l'idée de génie. C'est peut-être ça, finalement, la solution miracle qu'attend l'Inde depuis des années. Mais ça, l'avenir nous le dira. Merci Pierre-Louis. J'ai eu l'occasion d'y aller effectivement il y a quelques années pour le travail. C'est insupportable. À Delhi, le bruit que vous avez entendu au début. Ouais. Vous arrivez à dormir la journée? la nuit? Non, c'est nuit et jour, toute la journée. C'est assez incroyable. Finalement, vous finissez presque par vous y habituer. Merci beaucoup Pierre-Louis. 4h54 sur RTL. Laurent Gérard et Jade en très grande forme depuis la rentrée. Rendez-vous à 8h45 sur RTL tout à l'heure aux côtés d'Yves Calvi. Et un avant-goût chez nous chaque matin. Francis Cabrel vient de tourner une vidéo pour trouver un médecin pour son village d'Astafort. Nous sommes heureux de relayer son appel. Bonjour Francis. Bonjour mademoiselle Jade. En effet, les médecins s'installent dans toutes les grandes villes. Mais un village sans médecin, c'est comme une guitare sans corde ou une veste sans dents sans frange. Si les médecins s'installent en ville, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de travail dans les villages. Détrompez-vous. Il y a beaucoup de maladies à soigner à Stafford. Il y a les rhumatismes de Madame Chamoulot, l'arthrose de Madame Gomez, la cirrhose du vieux Léon, sans oublier la prostate du père Basile qui dort tellement parce qu'il se lève toutes les 2 heures pour aller faire pipi. De quoi constituer une jolie patientèle pour un médecin, si je comprends bien. Je ne parle même pas des gens qui attendent qu'on leur prescrive du paracétamol pour faire chuter la fièvre qui chauffe sur leur front, comme le soleil sur les cailloux, sur les chemins d'Astafort, parce qu'ils ont refusé qu'on leur injecte le vaccin des technocrates de Paris qui transforment le corps en antenne 5G. Et vous, Francis, vous allez bien? Non. J'ai des corps aux pieds à cause de mes Santiago. Ça fait tellement mal. Alors s'il te plaît, le médecin, dépêche-toi. RTL. Marina, la grisaille ce matin, mais ça va aller de mieux en mieux. Oui, cette grisaille va se dissiper. Alors, cette grisaille, elle se présente des Hauts-de-France à l'Île-de-France, entre Val-de-Loire en allant vers l'Auvergne, pas du tout de façon homogène. Donc, il y a des endroits où il y a de très belles éclaircies nocturnes, mais il y a des endroits aussi avec quelques brumes et brouillards. Mais enfin, ça va se dissiper dans l'après-midi, ce sera bien ensoleillé. Pour le nord-est, donc du Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et voire jusqu'à Rhône-Alpes, eh bien là, c'est un peu plus nuageux. On peut avoir quelques gouttes, mais là aussi, bonne nouvelle. Dans l'après-midi, vous allez retrouver un temps sec et puis surtout des éclaircies de plus en plus belles. Là où en revanche les nuages qui sont présents ce matin vont résister, c'est et sur la Corse et sur le nord-ouest. Le nord-ouest, c'est-à-dire Bretagne, Normandie, voire jusqu'au nord des Pays de la Loire. Là, ça restera bien nuageux toute la journée avec quelques gouttes possibles. C'est très très faible, très localisé, mais c'est possible. Sinon, partout ailleurs, voilà, si vous avez de la grisaille, ça va vite se dissiper et l'après-midi sera agréable. Ce matin, ce sera très agréable dès ce matin, donc sur le tiers sud de l'Aquitaine, en allant vers la Méditerranée et les Alpes. À signaler que le Mistral et la Tramontane sont d'actualité. Le Mistral soufflera assez fort puisqu'on attend des rafales entre 80 et 90 km/h. Pour ce qui est des températures, du côté de vos SMS, nous avons Castor qui est à Montmarault, c'est dans l'Allier. La température est de 8 degrés. Il donne le bonjour à Mildred. Nous avons 7 degrés à Dole dans le Jura. Ça, c'est notre fidèle Denis Charcutier. Là, en revanche, le ciel est légèrement couvert. Ça va aller mieux cet après-midi, Denis. Pour les températures cet après-midi, 15 à Ambérieu, 16 à Metz. Il fera 17 degrés à Caen. On attend 18 à Lille et à Paris, ainsi qu'à Limoges et Montélimar, 20 pour La Rochelle et Biarritz, 21 à Bordeaux et Marseille, 23 à Nice et 24 à Ajaccio. Merci beaucoup Marina, nous sommes le jeudi 7 octobre, les amis, nous fêtons les Serges et également l'anniversaire de Bernard Lavilliers, 75 ans aujourd'hui. La musique parfois a des accords majeurs qui font rire les enfants mais pas les dictateurs. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. La mer revient toujours au rivage. Dans les blés mûrs, il y a des fleurs sauvages. N'y pense plus, tu
es de passage. Bernard Lavilliers, c'était Noir et Blanc, la chanson en 1986, et puis On the Road Again, 1988. La chanteuse américaine Toni Braxton, 57 ans aujourd'hui, souvenez-vous. Unbreak my heart, say you love me again. Et Hervé qui a essayé d'inviter à danser CDA, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Non, elle n'a pas voulu. J'avais 15 ans en 1995, c'était beau. Hein. Et tous les sens en éveil. Ah, je vous aurais donné plus, vous voyez. Ah, c'est vrai, c'est la chanson parfaite. Bah oui, c'est sûr. Et alors, ça fonctionnait pour vous ? Non. Allez, chanson suivante. Sam Brown, tiens, le nom vous dit peut-être pas grand-chose, mais sa chanson certainement. Stop, classée numéro 2 du top 50 en 1989. Voilà, souvent j'invitais sur Toni Braxton et puis après on me disait stop, you better stop. J'ai regardé parce que ça me disait quelque chose. En fait, c'était la musique des cafés Maxwell, de la publicité des cafés Maxwell. Voilà, c'est comme ça que j'ai. Merci pour la précision. Mais c'est sympa cette musique. Et puis Tom York, tiens, Tom York, musicien britannique, chanteur évidemment du groupe Radiohead. Vous écoutez RTL, très bon réveil à tous, il est 5h. Et à la une, la 3e dose pour tous. Les autorités sanitaires pourraient bien rapidement la conseiller. Un nouveau conseil de défense se tient ce matin. L'hommage des Marseillais à Bernard Tapie. Ils pourront cet après-midi se recueillir devant le cercueil au stade Vélodrome. Et puis les Bleus face à la Belgique ce soir pour une place en finale de la Ligue des Champions. RTL Matin. On se dirige donc sans doute vers une 3e dose de vaccin pour tout le monde. Après les plus de 65 ans et les résidents d'EHPAD, les autorités sanitaires recommandent désormais cette 3e dose de vaccin anti-Covid pour chaque soignant et indiquent qu'elle pourrait bientôt en faire de même pour tous les adultes. Les précisions d'Odile Pouget. Alors pour l'instant, la Haute Autorité de Santé estime que la mesure est encore prématurée. D'abord parce que la situation sanitaire s'est nettement améliorée. Ensuite parce qu'on manque de données sur l'intérêt d'une dose de rappel chez les plus jeunes. Les seules études en vie réelle qui prouvent une réduction des risques de formes graves avec cette 3e dose portent sur les plus de 60 ans. Mais la HAS ne ferme pas pour autant la porte. Elle assure qu'un rappel pour tous les adultes deviendra probablement nécessaire dans les mois qui viennent. La priorité pour l'instant, c'est d'augmenter la couverture vaccinale chez les plus vulnérables. Ainsi, 16% des plus de 80 ans n'ont toujours pas reçu leur 2 doses. Odile Pouget, le sujet sera au programme tout à l'heure d'un conseil de défense sanitaire au cours duquel pourrait être également abordée la question de la levée du pass sanitaire. Il veut être le candidat de la droite de ce qu'on appelle le RPR, explique Éric Zemmour, qui n'est officiellement toujours pas candidat déclaré, mais déjà qualifié pour le second tour dans un sondage. Il réagit et parle d'une dynamique, le polémiste qui voit dans son potentiel électoral le rassemblement des classes populaires et de la bourgeoisie patriote. Et tandis qu'il grimpe dans les études, elle baisse. Marine Le Pen voit ses intentions de vote chuter au profit du polémiste, mais à l'entendre, elle en a vu d'autres. Écoutez-la. Non, je ne suis pas du tout ramolli, je suis extrêmement sûr non seulement de ma volonté d'être présidente de la République, mais même de ma capacité à être élue présidente de la République. Il est urgent d'ailleurs que je le sois, parce que la France est dans une situation difficile, pas désespérée, difficile. Et il est le moment de prendre des mesures qui sont des mesures fermes et des mesures qui sont attendues par les Français. Donc je suis désolée de ne pas participer à mon 18e enterrement de moi-même, parce qu'on m'enterre tous les 6 mois, où j'ai un peu l'habitude. Je me suis posé la question de savoir si au bout de 10 enterrements, il y en avait un qui était gratuit. Marine Le Pen qui réagissait hier à sa baisse dans les sondages. Que pensez-vous d'ailleurs de ces sondages, de ces études d'opinion dont l'impact, on le voit, est déterminant dans cette campagne? On ne parle pas du résultat final dans 6 mois, mais de la campagne qui a lieu en ce moment, rythmée aussi, reconnaissons-le, par ces sondages. On en parle avec vous au 3210 et sur la page Facebook. Autre sujet sur lequel on vous attend pour réagir, la hausse des prix du carburant. Anne Hidalgo, elle, veut faire de l'essence un produit de première nécessité. Sur RTL, hier soir, la maire socialiste de Paris
Paris a expliqué vouloir baisser la TVA sur le carburant de 20% à 5,5%. Est-ce envisageable? Est-ce une bonne idée? Venez participer au débat. 5h04, des indicateurs au vert concernant les chiffres du chômage. L'INSEE prévoit une nouvelle baisse au troisième trimestre à 7,6%. C'était 8% au trimestre précédent. L'emploi salarié dépasse désormais son niveau d'avant-crise. Le chef de l'État devrait de nouveau échanger mi-octobre avec Joe Biden au sujet de la crise des sous-marins australiens. Preuve d'un apaisement des relations, Emmanuel Macron a demandé à l'ambassadeur de France en Australie de retourner à Canberra après avoir été rappelé à Paris. Une messe s'est tenue hier en hommage à Bernard Tapie à Paris avant une autre prévue demain à Marseille, cette fois où il sera inhumé. D'ici là, cet après-midi, les supporters de l'OM vont pouvoir rendre un dernier hommage à Bernard Tapie. Son cercueil sera déposé au cœur du stade Vélodrome Étienne Baudu. Oui, à partir de 17h, ils pourront accéder à la tribune Jean-Bouin et en cas d'affluence, le virage nord sera ouvert. La famille de Bernard Tapie sera, elle, en tribune présidentielle. La finale victorieuse de 1993 sera diffusée sur les écrans et juste après le but de Basile Boli à la 44e minute, le cercueil fera son apparition. Porté par les 6 chefs de groupe de supporters. Il sera déposé au centre de la pelouse. Il devrait être recouvert de 2 drapeaux entremêlés, le drapeau tricolore et celui aux couleurs de l'OM. Seront alors diffusés les hymnes du club, Jump et We Are the Champions. Le cercueil quittera ensuite l'enceinte. Des supporters pourront y déposer des écharpes et des maillots. La cérémonie devrait s'achever vers 19h30, 20h. Demain matin, pas de changement. En revanche, les obsèques auront lieu à 11h dans la cathédrale de la Major. Et une chose est sûre, Guylaine y assistera. Il aimait passionnément cette ville. Et demain, il va faire son dernier voyage ici. Je travaille et puis je pense à 16h, je vais venir pour lui rendre un dernier au revoir. Et vendredi? Il va y avoir une ambiance de folie, hein. Ça va être le feu à Marseille. Hein. Et c'est aussi la question pour ces 2 jours. Combien seront-ils vraiment pour rendre un dernier hommage à celui qui a si bien illustré la devise « Fier d'être Marseillais ». Étienne Baudu. Les demi-finales de la Ligue des Nations et la France qui affronte ce soir la Belgique à Turin comme un remake de la demi-finale du Mondial il y a 3 ans. Nos voisins, amis et néanmoins concurrents belges en ont gardé un souvenir cuisant et ils auront à cœur ce soir de prendre leur revanche, Philippe Sansfourche. Oui, bien plus qu'une défaite, un traumatisme pour des Diables Rouges dominateurs mais impuissants. Thibaut Courtois, le gardien à chaud, n'avait pas digéré. Je ne dirais pas que l'équipe en face est meilleure que nous. Avec 11 à 35 mètres du but, ils ont fait ça tout le tournoi, donc c'est frustrant parce que tu perds pas contre une équipe qui était meilleure. Je crois pas que la France est meilleure que nous. Avoir le seum, expression consacrée depuis sur les réseaux sociaux pour traduire le désarroi et l'énervement des Belges. 3 ans plus tard, on en parle encore, mais Raphaël Varane, lui, n'imagine pas ce soir un match agressif et revanchard. C'est évidemment un match qui les a marqués aussi. Il y aura forcément beaucoup d'envie. Maintenant, je pense pas que la demi-finale va jouer dans les têtes. Un sentiment confirmé ces derniers jours par Axel Witsel, milieu de terrain belge. Le somme, c'est du passé. Sincèrement, c'est en dehors de ma tête depuis longtemps. On commence pas à parler de somme ou quoi que ce soit. C'est derrière nous, basta quoi. Reste surtout un match entre un champion du monde en titre et une nation en tête du classement mondial FIFA, mais surtout 2 sélections en quête de rachat après un Euro passablement raté. Philippe Sansfourche, une rencontre qui sera à suivre en intégralité dans RTL Foot. Rendez-vous dès 20h40. En cas de victoire, les hommes de Didier Deschamps feront face à l'Espagne dimanche en finale. La Roja a renversé l'Italie, championne d'Europe, score final 2-1. La météo, Marina, avec quelques grisailles ce matin, ouais. Ça ira un peu mieux cet après-midi. Oui, généralement, il y a des exceptions, évidemment, je vous en parlais, mais ça va se dissiper. Mais c'est vrai que globalement, on a alors sur les 2 tiers nord, un ciel soit nuageux, soit des brumes et des brouillards. Il y a quand même des éclaircies des Hauts-de-France à l'Île-de-France et au centre. Mais bon, de part et d'autre, sur le nord et le nord-ouest, c'est un peu plus gris. Il faut vraiment aller sur l'extrême sud pour avoir du soleil ce matin. Cet après-midi, le soleil va gagner du terrain. Les grisailles, que ce soit les nuages ou les brumes du brouillard, vont se dissiper. Et franchement, le soleil va dominer. Il y a quand même des exceptions. La Corse, où ça restera nuageux avec un petit risque d'averse et du vent sur les côtes. Le nord-ouest, Bretagne, Normandie, voire le nord des Pays de la Loire. Là aussi, ça restera couvert avec quelques gouttes. Et puis, finalement, changement dans les prévisions. L'Auvergne-Rhône-Alpes, là aussi, les nuages feront de la résistance. Mais ailleurs, en allant vers le Grand Est, en allant vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France, en allant au sud de la Loire, ce sera du soleil. À signaler que Mistral et Tramontane sont encore présents avec un Mistral assez fort, 80-90 km/h. Et côté température, 15 degrés prévus en Berrieux cet après-midi. Il fera 16 à Metz, 18 à Lille, 18 à Paris, 20 degrés à La Rochelle. On ira jusqu'à 24 pour Ajaccio. Merci Marina. 5h08 sur RTL.
Et à la une, ce matin, l'hommage ultime des Marseillais à Bernard Tapie. On en parlait il y a quelques instants, ce sera à partir de 17h au stade Vélodrome. Le cercueil sera placé au centre du terrain. Étienne Baudu a rencontré un supporter qui vient au Vélodrome tous les jours depuis le décès de Bernard Tapie, depuis dimanche. Et il sera là tout à l'heure. Bon réveil avec Dominique Tenza sur RTL. Une histoire, une chanson à présent consacrée ce matin à la chanteuse de tous les superlatifs. 335 millions de disques vendus, record inscrit au Guinness. On va parler de Madonna, car si sa fortune est estimée aujourd'hui à près de 800 millions de dollars, ça n'a pas toujours été le cas. Et Madonna Louise Ciccone, pour le nom entier, a même démarré fauché. C'est grâce à un titre qu'elle va devenir du jour au lendemain une superstar. Un titre écrit à l'époque par un groupe de disco-funk, Pure Energy, mais dont personne ne veut. Leur label n'y croit pas. Ils le proposeront à d'autres artistes en vogue à l'époque, mais là encore plusieurs refus. Et c'est le producteur de Madonna, qui essaye désespérément de la faire décoller, qui un jour tombe dessus. Le titre s'appelle Holiday. Les paroles ne sont certes pas très recherchées. Il s'agit de célébrer les vacances, mais la mélodie est efficace et c'est le but. Holiday sort en 1983. La tête de Madonna n'apparaît même pas sur la pochette du disque. Prudent, le label a préféré mettre la photo d'un train qui arrive en gare. C'est en bizarre, se disant que c'était peut-être un peu plus vendeur. C'est un succès mondial. Louise Ciccone, l'étudiante fauchée, devient Madonna, la nouvelle star de la pop. Et nous, on en profite ce matin. Holiday sur RTL.
Ah, ça fait plaisir à écouter. Holiday, Madonna, 1983. Ça rappelle quelques souvenirs. Ah là là, on a dansé là-dessus. Enfin, moi, en tous les cas. Oh, vous Moi aussi, ouais. Ouais. Les paroles sont pas très Sur quoi vous ne dansez pas, vous? Moi, je danse surtout dès qu'il y a un peu de musique, dès qu'il y a quelques 2-3 notes, je me mets à danser. Même quand il n'y a pas de musique, je crois que vous dansez. Il n'y a pas de musique. Je vous crois souvent dans les couloirs avec des chorégraphies un peu bizarres. Avec le Walkman sur les oreilles. Non. D'accord. Holiday, Madonna, le titre qui fera d'elle une star. C'était une histoire, une chanson, nouvelle chanson. Demain, il est 5h14 sur RTL. RTL Matin. Dominique Tenza. Le prix des carburants à la pompe ne cesse d'augmenter et on se pose ce matin la question, est-ce inéluctable? Doit-on se résigner à payer dans les prochaines semaines, les prochains mois, 2 € le litre? On va poser la question ce matin à notre spécialiste auto. Bonjour Christophe Bourreau. Bonjour à tous. Alors d'abord, quelles sont aujourd'hui les marges de manœuvre pour faire baisser les tarifs? Eh bien, la marge de manœuvre est particulièrement serrée. Peu d'options en effet. Parce qu'en ce moment, le prix du carburant est directement dicté par la hausse du prix du baril et des pays producteurs. C'est la loi de l'offre et la demande. Il y a toutefois un levier sur lequel le gouvernement peut s'appuyer, directement agir. Les taxes, et ces taxes, elles pèsent particulièrement lorsque vous passez à la pompe. Concrètement, sur 10 € que vous mettez dans votre réservoir de voiture, elles représentent près de 7 €. Alors, parmi ces taxes, la TVA, hier sur notre antenne, Anne Hidalgo, face à Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes, a défendu son idée de baisser la TVA sur les carburants de 20 à 5,5. Avec là un effet immédiat, une baisse de l'ordre d'une dizaine de centimes sur le litre d'essence, ce qui est loin, très loin d'être négligeable. Seulement, il y a 2 bémols pour le gouvernement. 1, c'est une rentrée fiscale en moins, de l'ordre de 8 milliards. 2, cela inciterait les Français à continuer à rouler finalement avec des véhicules diesel et essence. Bref, en contradiction avec les objectifs de réduction de CO2. Une autre option, Christophe, c'est l'extension du chèque énergie. Alors, vous le savez, en décembre, près de 6 millions de familles recevront 100 € pour payer le gaz et l'électricité. L'idée serait de donner également un coup de pouce pour pouvoir faire son plein d'essence. Certains parlementaires ont même émis l'idée d'un ticket carburant sur le modèle du ticket restaurant. Enfin, autre levier possible, s'inspirer de la région Hauts-de-France et son aide au transport de 20 € pour les automobilistes les plus modestes dont le trajet domicile-travail est supérieur à 20 km. Sinon, le gouvernement réfléchit aussi à prolonger les aides pour l'achat d'une voiture propre. Oui, car au 1er janvier, ces aides vont baisser. Ainsi, pour l'achat d'un véhicule électrique, la prime doit passer de 6 000 à 5 000 €. Autre catégorie touchée, les hybrides rechargeables, alors que les ventes s'envolent. Eh bien, l'aide, qui est aujourd'hui de 1 000 €, doit carrément disparaître. Christophe, cette hausse des prix, elle touche l'Europe entière. Est-ce que nos voisins ont déjà, eux, pensé à des solutions pour faire baisser le prix du carburant ? Alors pour le moment, nos voisins européens n'ont pas pris de décision forte sur le carburant. Ils sont dans la même situation que notre gouvernement, à savoir dépendant du marché, dépendant du prix du baril du pétrole qui ne cesse de grimper. Toutefois, l'Espagne s'interroge sur une baisse de la TVA après l'avoir déjà réalisée sur les factures d'électricité. Pour terminer, Christophe, c'est vrai que la taxation sur l'essence, c'est ce qui se voit le plus parce qu'on fait régulièrement son plein, mais hors carburant, les automobilistes en France paient aussi beaucoup de taxes. Oui, entre les cartes grises, les péages, les réparations, l'État ponctionne sa part sur les dépenses des automobilistes. Et la note est de plus en plus salée. On va prendre juste un exemple, celui des réparations et des pièces détachées. Eh bien là, les prix s'envolent régulièrement de l'ordre de 5% par an. Et au final, selon l'Automobile Club Association, qui chaque année scrute à la loupe les dépenses, eh bien aujourd'hui, un quart du budget automobile des Français est consacré aux prélèvements fiscaux. C'est impressionnant. Merci Christophe Bourreau pour cet éclairage très complet ce matin. Vous vivez l'actualité. Venez la commenter sur RTL. Et on va poursuivre cette discussion avec vous au 3210 et on accueille Marina Gaël. Oui, alors Gaël, il est bien concerné par le sujet. Il est chauffeur routier, direction l'Hérault. Bonjour Gaël. Bonjour Gaël. Et bonjour la team, vous allez bien? Très bien. Oui, et vous? ça fait plaisir d'entendre votre accent. Donc déjà réveillé, déjà sur la route, Gaël? Non, réveillé depuis 4h du matin. Et puis là, je prends la route, là, je raccroche et puis je prends la route. Bon, parfait. Alors, un peu de temps pour nous parler de cette essence, juste avant de prendre le volant. J'imagine que vous, en tant que chauffeur routier, vous êtes directement concerné, vous les voyez grimper tous les jours, ces prix? On est directement concerné. Moi non, puisque je suis qu'employé, je suis pas patron, donc voilà. Donc je la vois pas, mais mon patron voit malheureusement l'inflation.
Et le problème qu'il y a, et ça aucun journaliste n'en parle, c'est le prix que vont avoir les produits derrière. Pas demain, mais dans 6 mois, voire 1 an. Parce que le problème d'augmentation de carburant, nous, le transport va être obligé d'augmenter. Les agriculteurs vont être obligés aussi d'augmenter les tarifs. Et ça va se répercuter derrière, malheureusement, sur les tarifs des produits finis, en fait. Ce que vous nous dites, c'est que le prix de l'essence, finalement, va faire grimper les prix en général, l'ensemble des prix. Mais c'est normal, mais c'est entièrement logique. Vous travaillerez, vous, à perte ? Effectivement, non, c'est un cercle... Vous transporterez du produit à perte en perdant de l'argent. Là, concrètement, les produits que vous transportez, vous faites déjà répercuter le prix de l'augmentation de l'essence sur les tarifs ? Personnellement, je ne sais pas, ça ne me concerne pas, mais je pense que, bien sûr, que ça va se répertorier derrière. Ça a toujours été répertorié derrière. Il y a toujours, je sais pas, j'ai pas cherché, j'ai pas le temps de chercher, hier soir j'ai fini tard, mais je pense que si on prend à chaque fois qu'il y a eu une hausse de carburant, je pense que si on prend dans l'année qui a suivi, il y a une légère augmentation de tarifs. J'en suis sûr, je pense que si vous cherchez, je pense que vous trouvez, alors pas non plus énorme, mais des 4, 5 centimes. C'est logique. On est obligé de rattraper, les patrons sont obligés de rattraper la hausse de carburant sur le tarif. Et sinon, ils travaillent à perte. Et pour avoir les propos après aussi de hier d'Anne Hidalgo aussi. Alors, au début... Alors, je rappelle, Anne Hidalgo sur RTL qui proposait de baisser la TVA sur les carburants, de la faire passer de 20% aujourd'hui à 5,5. Ce qui permettrait de diminuer, nous disait Christophe, de 10 centimes à peu près le litre. Ouais, bon, même hier, l'intervenant de 40 millions d'automobilistes disait voire 20 centimes. Moi, il est très optimiste, lui, c'est son boulot aussi. C'est son boulot, voilà. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'elle a parlé, alors ça pareil, j'ai fait le temps, parce qu'hier soir j'ai fini tard, j'ai pas eu le temps de calculer, mais elle parlait à peu près d'une perte de 8 milliards par an. Absolument, c'est ce que disait Christophe, 8 milliards de recettes par an en moins pour l'État. Alors, je suis d'accord, on va les trouver où ces 8 milliards ? Je vous pose la question. Voilà, alors moi j'ai la réponse, j'ai entièrement la réponse. Je pense que eux, là-haut, les présidents, les hommes politiques, les femmes politiques, devraient réduire leur salaire, en fait. Je suis pas sûr que même en réduisant les salaires, on arrive à récupérer 8 milliards d'euros. Ça fait beaucoup quand même. On va dériver sur un autre sujet qui est tout aussi important et qui va parler aussi des 8 milliards d'euros. Vous trouvez logique, en fait, qu'un président de la République ait sa retraite à taux plein pendant un bon moment, alors que nous, on travaille des années et des années et qu'on n'a que 70-80% de retraite. Déjà, rien que ça, je pense que ça ferait énormément d'économies. Or, ça ne ferait pas les 8 milliards, je suis d'accord. Voilà, alors c'est un autre sujet. Alors, on dérive sur le sujet de l'exemplarité politique. Il y a des réformes qui sont en cours. C'est un sujet qu'on aborde régulièrement. Et si on restait sur le carburant, Gaël, parce que... Mais le problème qu'il y a, c'est ça. Moi, déjà, Anne Hidalgo, quand elle parlait, je l'écoutais sans plus, voire pas du tout des fois. Là, on va dire qu'avec la proposition qu'elle a fait hier, je vais l'écouter un peu plus. Bon, vous voyez, je pense que c'était son objectif en partie. Mais ce n'est pas pour autant que je la porte toujours dans mon cœur. Vous avez, Gaël, vous, un véhicule personnel en dehors de du camion que vous conduisez ? 2 véhicules. Donc vous faites le plein en tant que particulier aussi ? Je fais le plein en tant que particulier. J'ai de la chance. Moi, comme je dis, je me dis chanceux, comme j'ai dit à votre collègue, je me dis chanceux. J'ai ma femme qui travaille pas, qui travaille à la maison, donc elle utilise très peu la voiture. J'ai une chance incroyable, je suis chauffeur routier, j'utilise mon véhicule le lundi, le vendredi et un peu le samedi. Donc impacté de manière limitée encore par le prix de l'essence. Impacté encore limité, voilà, il n'y a que quand je fais des grands déplacements ou quoi, que là, la hausse, je la vois très bien. Mais j'ai une chance incroyable. Mais toutes les personnes qui malheureusement sont obligées d'utiliser leur voiture, évidemment, tous les jours, je les plains. Merci en tout cas, Gaël. Énormément. Merci pour votre appel. On vous souhaite bon courage, bonne journée de travail sur les routes. Soyez prudents. Merci pour nous joindre. Rien de plus simple. 3210 SMS 64 900 code matin, la page Facebook de l'émission. Nous sommes là pour vous écouter. Nous commentons l'actualité ensemble sur RTL. On marque une courte pause et puis le retour de Pierre-Louis dans un instant. On regarde ce qui se passait dans le rétro. Perdu dans le désert du Sahara, Louis a une petite soif. De l'eau! Grâce à Salesforce Customer 360, l'entreprise Mission Hydratation arrive à la rescousse. L'équipe marketing lui offre un choix. Pétillante! Et le service client ajoute une touche d'attention. Oh, fraise! Avec Salesforce Customer 360, toute l'entreprise est mobilisée pour faire de Louis un client heureux et hydraté. Réussissez où que vous soyez sur salesforce.com/bonjour360. Dominique Tenza. RTL Matin jusqu'à 7h.
Nous sommes le jeudi 7 octobre et comme tous les matins avec vous, Pierre-Louis, nous remontons le temps. RTL Matin. Dans le rétro. Le 7 octobre 1948, Citroën présentait au Salon automobile de Paris la 2 chevaux. Inauguré par le président de la République, il proclame en ces temps de restriction le triomphe de la voiture économique. La 2 chevaux Citroën, traction avant, est dans cet esprit l'un des clous de cette manifestation. C'est l'une des plus célèbres voitures françaises dans le monde, la 2 chevaux, surnommée la Deux-Deux. C'est au milieu des années 30 que Pierre-Jules Boulanger décide de créer la première voiture populaire. Le cahier des charges, il était clair. La voiture doit pouvoir transporter 2 cultivateurs en sabots et 50 kg de pommes de terre et réussir à atteindre les 60 km/h pour une consommation de 3 litres 100. Les nombreux nostalgiques de la 2 chevaux se souviennent de son odeur si particulière, de ses portes qui s'ouvrent à l'envers et de son toit découvrable, mais aussi et surtout du bruit inimitable de son moteur. C'est un succès immédiat, elle plaît tellement que la production des voitures ne suit pas. Pour espérer en acheter une, il fallait se montrer patient, car il fallait parfois attendre plusieurs années avant d'être livré. Stars, ouvriers, patrons, tout le monde roule en 2 chevaux. La Deux, elle est aussi très souvent apparue au cinéma. On pense bien sûr à la scène inoubliable avec Bourvil et De Funès dans Le Cornio. Bah maintenant elle va marcher beaucoup moins bien forcément. Sans oublier la course folle dans Le Gendarme de Saint-Tropez où De Funès est pris en stop par Sœur Clotilde, une nonne myope qui conduit une 2 chevaux. Les derniers modèles de la voiture seront produits en 1990. En tout, c'est un peu plus de 5 millions d'exemplaires qui sont sortis des usines. De nos jours, le mythe est toujours intact. On voit encore de nombreux rassemblements organisés par des collectionneurs. La 2 chevaux mania n'a pas dit son dernier mot. Et le 7 octobre 1999, les maires de France choisissent leur nouvelle Marianne. Elle est l'icône de la mode, la muse des grands couturiers. Ce jour-là, Laetitia Casta est choisie pour incarner Marianne. Pour moi, c'est un grand bonheur. Je suis très fière de pouvoir être la Marianne. J'espère que je leur représenterai bien et que personne ne sera déçu. En concurrence avec 4 autres personnalités dont la chanteuse Patricia Cass, c'est elle qui est élue par l'Association des maires de France. Un buste à son effigie voit le jour et les élus peuvent décider d'en doter leur commune. Les premières Mariannes apparaissent dans nos mairies au début de la 3e République et remplacent alors les bustes de Napoléon III. Elles avaient les traits d'inconnus. Puis les maires proposèrent aux stars d'incarner la République. Il y a eu Catherine Deneuve, Michel Morgan, Mireille Mathieu entre autres, et Brigitte Bardot, la toute première à avoir prêté ses traits. Elle avait été désignée par le général de Gaulle lui-même. Son buste très décolleté reste le plus présent dans les mairies françaises. Et vous finissez, Pierre-Louis, avec la chanson du jour. L'énorme tube du jour, c'est We Are the Champion de Queen, sorti en single le 7 octobre 1977. Le morceau s'est classé au hit parade des 10 meilleurs tubes dans 7 pays. Il a même été désigné chanson la plus accrocheuse jamais enregistrée par des scientifiques. We Are the Champion est passé à la postérité dans le monde sportif. C'est devenu l'hymne incontournable de tous les supporters. On se souvient évidemment des Coupes du Monde 98 et 2018, remportées par nos Bleus, où cette chanson avait une saveur bien particulière. Merci beaucoup, Pierre-Louis. 5h27 sur RTL. Dans le rétro. Les grosses têtes, 15h30, 18h sur RTL et en avant-goût chez nous chaque matin. Et tiens, on va revenir sur James Bond et la dernière de Daniel Craig. Le grand suspense, c'est qui sera le prochain James Bond. Et c'est ça qui sait que ça va être. Voilà. Parce que moi j'aimais bien Daniel Craig, parce que souvent on y a dit que j'y ressemblais. À chaque fois qu'il y a un... Bon, maintenant moins avec la barbe. Mais chaque fois qu'il y en a eu un qui sortait, on dit ah c'est James Bond. Mais non. Ah bah peut-être vous pouvez le remplacer. Faites-le voir. My name is Jean Janssen. My name is Jean. J'enseigne. Non, ça marche pas. Non, mais c'est vrai qu'un James Bond ch'ti, ça serait une idée. Mais oui, puis ça serait très fédérateur. Vous savez, le ch'ti, ça se vend bien. Regardez, Danny Boone, son film, tout ça, ça attire beaucoup de monde. Alors un James Bond ch'ti, imaginez. Hey, le ch'ti poupée. Le James Bond gay, moins, vous voyez. Alors, ça sera moderne. Oh, il est beau le serveur, hein. Les grosses têtes, 15h30, 18h sur RTL du lundi au dimanche. Le jeu du petit matin vous fait gagner ce matin et toute cette semaine 2 places pour l'exposition Vogue Paris au Palais Galliera à Paris. Exposition, très belle exposition sur la mode, Paris Musée, Vogue, l'histoire de Vogue Magazine 1920-2020.
Si vous aimez la haute couture, le prêt-à-porter, n'hésitez pas, appelez-nous le 3210. Les 2 plus rapides d'entre vous remporteront chacun 2 invitations pour cette exposition Vogue Paris. Donc, bonne chance à tous. On se fait une demi-heure Madonna avec Holiday tout à l'heure. Avec Holiday, avec Vogue. C'est pas terminé. 5h29, Marina. La météo, ça ira mieux cet après-midi. Oui, ça ira mieux parce qu'il y a encore un petit peu de grisaille avec des passages nuageux du nord-est au centre-est, avec parfois des petites averses. Même chose aussi sur le nord-ouest du pays. Entre les deux, on a des Hauts-de-France à l'Île-de-France au centre quand même pas mal d'éclaircies. Mais là, localement, il peut y avoir aussi des petites brumes et brouillards. C'est pas du tout homogène. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez des passages nuageux, si vous avez des brouillards, ça va généralement se dissiper. Il y aura quelques exceptions, ça va généralement se dissiper. Et l'après-midi sera ensoleillé sur une bonne partie du pays. Le plus simple, c'est de vous dire là où les nuages vont résister. Ils vont résister sur le nord-ouest, c'est-à-dire Bretagne, Normandie, le nord des Pays de la Loire. Là, ça va rester couvert toute la journée avec quelques gouttes. Et puis aussi sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Là, les nuages vont résister, mais ce sera sec. Partout, et la Corse aussi, où ce sera nuageux. Partout ailleurs, voilà, vous aurez un jeudi bien ensoleillé avec des températures. Alors, elles sont très contrastées ce matin entre les endroits où il y a des éclaircies. Par exemple, Nevers, où il fait que 3 degrés, du coup, Beauvais, 4 degrés, Bergerac et Saint-Étienne, 5 degrés, tout ça sous les éclaircies. En revanche, sous les nuages, il fait beaucoup moins froid, puisqu'à Brest, il fait 16 degrés en ce moment. Pour les températures cet après-midi, comptez 15 à 20 degrés sur la moitié nord et 20 à 24 sur la moitié sud. Merci Marina. Il est 5h30, vous écoutez RTL. Et le journal, c'est avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Ce sera l'image du jour, le cercueil de Bernard Tapie au centre de la pelouse du stade Vélodrome. Marseille rend hommage au boss aujourd'hui avec un grand hommage populaire sur le lieu de tous les succès de l'OM. Le chômage au plus bas depuis 2008, 7,6% au troisième trimestre. La reprise est plus forte que prévu. À suivre également la baisse de la TVA sur les carburants, proposition d'Anne Hidalgo qui ferait baisser les prix d'environ 20 centimes. Et puis le foot, demi-finale de la Ligue des Nations entre la France et la Belgique avec un petit parfum de revanche. RTL Matin. Après la messe hier à Paris, aujourd'hui, c'est Marseille qui rend hommage à Bernard Tapie. Les négociations se sont prolongées tard hier soir et c'est finalement un programme inédit qui a été mis sur pied. Les Marseillais vont pouvoir se recueillir à l'intérieur du stade Vélodrome à partir de 17h. Le cercueil de Bernard Tapie sera déposé au centre de la pelouse. Il devrait être recouvert de 2 drapeaux, le drapeau tricolore et le drapeau aux couleurs de l'OM. Des couleurs portées des pieds à la tête par Bernard, fan absolu. Il sera évidemment au Vélodrome cet après-midi. En fait, il ne l'a pas quitté depuis 4 jours. Moi, je suis là depuis dimanche. Depuis l'annonce de la mort de Bernard, j'étais là toute la journée. Ils ont allumé les fumigènes, tout ça. J'étais là. Nous, on est Marseillais de cœur. Et Tapie a toujours dit, avant qu'il meure, ça sera ma ville de cœur. Et je veux m'enterrer à Marseille. Et à 2 pas du stade de Vélodrome. C'est beau. C'est un honneur. Et vous irez à la cérémonie vendredi, à la Major? À la Major, oui. J'irai, je prends le 83, il me laisse juste à côté. Hein. Mais bon, après, je sais pas, avec tout le monde qu'il va avoir, je sais pas si on pourra tous rentrer. Vous irez vous recueillir sur la tombe ou pas? Ah oui. Et déjà, le 1er novembre, j'irai. Ce supporter marseillais au micro RTL d'Étienne Baudu. C'est la bonne nouvelle du jour. Le taux de chômage devrait tomber ce trimestre à son plus bas niveau depuis 2008. 7,6% de la population selon l'INSEE contre 8% au trimestre précédent. C'est quasiment 1 point de moins qu'en 2019 avant la pandémie, Anaïs Bouissou. Oui, c'est une bonne nouvelle qui vient confirmer les bons chiffres de la croissance. L'activité repart et les emplois qui vont avec. L'INSEE souligne que ce rebond de l'emploi concerne tout le monde, toutes les classes d'âge et en particulier les plus jeunes, les 15-24 ans. 7,6% de taux de chômage, c'est un chiffre d'autant plus remarquable quand même qu'une crise sanitaire est passée par là. Crise qui n'empêchera pas la création de 220 000 emplois nets entre fin 2019 et fin 2021, toujours d'après l'INSEE. La fin de l'année devrait rester stable sur le front de l'emploi, ce qui permet d'espérer de s'approcher un peu plus de l'objectif d'Emmanuel Macron de 7% de chômage en France en 2022. Anaïs Bouissot du service économie d'RTL. Autre information RTL, plus d'1 million de ménages vont pouvoir bénéficier du crédit d'impôt en temps réel pour leurs salariés à domicile. Ce sera valable pour le personnel de ménage ou le jardinier à partir du 1er janvier prochain. Concrètement parlant, cela signifie qu'il n'y aura plus besoin d'avancer l'argent. Cette mesure devrait également permettre de faire reculer le travail au noir. Selon nos informations, 70 000 salariés pourraient ainsi être régularisés.
Comment faire baisser le prix des carburants ? Anne Hidalgo a sa petite idée, elle s'en est expliquée hier soir sur RTL. La candidate inaugurait les débats de la présidentielle sur notre antenne face à Pierre Chasseret, le porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes. Contre toute attente, elle qui veut bannir la voiture thermique de Paris, elle plaide pour une baisse des taxes sur l'essence. Moi, ce que je propose, c'est que de façon exceptionnelle, on puisse jouer sur la TVA. La TVA aujourd'hui, elle est à 20%. La TVA aujourd'hui, elle est à 20% sur l'essence. Je propose qu'on puisse la passer à 5,5. C'est concret, ça, Pierre Chasseret ? Un bien de première nécessité. Ça se traduit par une baisse effective du prix du carburant d'en gros 20-22 centimes au litre. Absolument. C'est concret. Vous avez chiffré le coût de cette mesure ? En fait, si vous passez la TVA de 20% à 5,5, c'est autour de 8 milliards d'euros. Mais je crois qu'il faut, en tous les cas, le faire. Il faut accompagner nos concitoyens pour qu'ils puissent passer le cap, sans quoi, je vais vous dire, ça nous coûtera beaucoup plus cher. Regardez la crise des gilets jaunes non gérée. Combien de milliards ont été mis sur la table ? Ça a servi à quoi ? À qui ? On n'en sait rien. Anne Hidalgo et Pierre Chasseret sur notre antenne hier soir avec Julien Cellier. Vers un allongement du délai pour avorter de 12 à 14 semaines. Une loi sera inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée d'ici fin novembre. Annonce de Christophe Castaner dans les colonnes du Parisien. Le pass sanitaire pourrait être levé prochainement, au moins dans certains départements. Il en sera question, Isabelle, aujourd'hui en Conseil de défense. Oui, de fait, l'épidémie recule de façon constante depuis la mi-août et désormais la carte de France a viré au vert. Le taux d'incidence est tombé en dessous de 50 au niveau national. Il est même en dessous de 15 dans le Finistère, l'Indre ou les Vosges par exemple. Dans le même temps, le gouvernement poursuit sa campagne vaccinale et désormais une 3e dose est recommandée pour les soignants et aussi pour l'entourage des personnes immunodéprimées. Jusqu'ici, cette 3e dose était réservée aux personnes âgées et à risque. Et puis contre l'épidémie de Covid, mais aussi contre le sida, la tuberculose, Parkinson ou Alzheimer, l'Institut Pasteur lance aujourd'hui la 15e édition de son Pasteur Don avec une 50aine de médias, dont RTL bien sûr. En 2020, 3 millions d'euros ont été récoltés. À quoi sert cet argent ? Réponse de Vincent Henouf, le directeur adjoint du Centre national de référence des virus. C'est essentiel et là on a un exemple flagrant, c'est la prise de conscience de cette pandémie en janvier 2020 où les équipes étaient prêtes pour faire de la recherche pour étudier le virus qu'a détecté le Centre national de référence. Ce Centre national de référence était prêt et avait les moyens de le faire surtout. Donc il a pu expertiser ce virus, lancer des pratiques de séquençage, surveiller ce que tout le monde connaît maintenant, les variants, et en fin de compte de surveiller les mutations de l'ensemble des virus et vérifier s'ils acquièrent des mutations qui leur donnent une capacité à malheureusement échapper au vaccin. Et donc, ces équipes ont travaillé grâce à l'argent du Pasteur Don. Vincent Henouf au micro RTL d'Odile Pouget. Puis notez cette avancée historique. L'Organisation mondiale de la santé donne son feu vert au premier vaccin anti-paludique chez les enfants d'Afrique subsaharienne. Chaque année, le paludisme tue plus de 260 000 petits de moins de 5 ans. Le football, c'est l'heure des retrouvailles pour la France et la Belgique. Les Bleus avaient éliminé les Diables Rouges en demi-finale du Mondial 2018. Ce soir, c'est une demi-finale de Ligue des Nations qui les réunit. Mais l'équipe de France est moins puissante et les Belges ont forcément des envies de revanche. Pour Didier Deschamps, il faut oublier, tout peut s'oublier. On ne peut rien changer à ce qui s'est passé. Évidemment, c'était une étape importante, décisive pour nous, puisqu'elle nous a offert la possibilité d'être en finale et d'être champion du monde il y a 3 ans. Ce qui se passera ne changera rien à ce qui s'est passé. C'est juste évaluer le niveau des deux équipes sur ce match-là. Il y a toujours eu une rivalité saine, parce que c'est un pays frontalier. L'après-match en Russie, voilà, il y a eu des déclarations d'un côté et de l'autre, beaucoup d'interprétation aussi, qui a peut-être amené à certains dépassements d'un côté et de l'autre, à tort, à raison, je ne vais pas revenir là-dessus, mais les joueurs, quand il y a un tel match à jouer, ça leur plaît plus que de jouer certains matchs, parce qu'il y a l'adrénaline et puis parce qu'il y a un objectif clair sur ce premier match, quoi. Didier Deschamps au micro RTL de Nicolas Georgerot. Coup d'envoi de ce match à 20h45. C'est à suivre en intégralité dans RTL Foot Spécial dès 20h40 avec Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi. Le vainqueur de ce match affrontera l'Espagne en finale. L'Espagne qui l'a emporté sur l'Italie 2-1 à Milan. La fin d'une série de 37 matchs sans défaite pour les champions d'Europe en titre. Le foot, c'est aussi la Ligue des champions féminine. Bon début pour le PSG avec une victoire 2-0 sur les Islandaises de Breiðablik. Et puis la Ligue de football a infligé de nouvelles sanctions après les violences lors des matchs Lens-Lille et Angers-Marseille. 1 point de retrait avec sursis pour tout le monde, sauf Angers qui écope de 2 matchs à huis clos, dont 1 avec sursis. Merci beaucoup Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 7h30 à côté d'Yves Calvi. RTL, vous êtes comme ça.
Un reportage à présent qui aura forcément un écho particulier à 6 mois de la présidentielle, alors que l'immigration et l'intégration des étrangers est devenu un thème de campagne incontournable. Toute la semaine, RTL a choisi de donner la parole à des Français. Et ce matin, vous allez entendre des Français heureux. Ce n'est pas toujours le cas. Des nouveaux Français, dirons-nous, puisqu'après un long parcours administratif, ils viennent enfin d'accéder à la nationalité française. Patrick Hisson, bonjour. Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous. Vous les avez rencontrés, ces nouveaux Français, lors d'une cérémonie de naturalisation à la préfecture de l'Aude à Carcassonne. Ce jour-là, ils sont 16, originaires de 10 pays différents à être réunis. Des élus, des porte-drapeaux et le préfet sont à leur côté. Les valeurs de la République leur sont d'abord rappelées dans une vidéo. La liberté, c'est le droit d'aller et venir librement, d'avoir et d'exprimer les opinions de son choix, dans la limite de l'interdiction des propos racistes ou incitant à la haine. Et accompagné par quelques mots du préfet de l'Aude, Thierry Bonnier. Mes chers compatriotes, je vous souhaite la bienvenue dans notre communauté nationale, qui est désormais la vôtre. Vive la République et vive la France. Quelques minutes plus tard, et après une Marseillaise, chacun reçoit un diplôme de naturalisation, comme Aziza d'origine marocaine. Beaucoup d'émotions et de la joie, et fière d'être française. Andrew, qui a grandi aux États-Unis. Ça fait longtemps que je veux devenir français, depuis 10 ans que je suis en France. Ou encore Sylvia d'origine roumaine. Très fière d'être française et de me sentir tout près d'un pays dont j'étais l'ambassadrice depuis 34 ans. Parce que vous étiez prof de français. Oui. Le préfet de l'Aude est lui aussi très touché par cette cérémonie. Je vous assure que c'est aussi émouvant pour les personnes qui participent. C'est les moments où en fait on incarne pleinement la République, l'État, et on essaye de faire partager des valeurs qui sont fortes. Alors justement, ces valeurs de la République, vous en avez parlé avec eux. Est-ce vraiment ce qui détermine leur choix de devenir français ? Eh bien, il y a aussi et forcément des considérations matérielles, mais très clairement, ces valeurs ont également pesé lourd dans leur choix. Aziza, par exemple, est soucieuse de l'égalité entre les hommes et les femmes. Moi, même en étant marocaine, je suis élevée avec une famille ouverte, donc on avait toujours ce principe d'égalité, le respect et la liberté, donc les valeurs de France, ça me correspond vraiment. Andrew, l'ancien américain, évoque lui des services publics de qualité comme celui de la santé. Le fait que tout le monde est soigné, si on est malade, les choses comme ça en France qu'on n'a pas ailleurs, de se sentir protégé par notre pays un peu plus. J'ai vécu 30 ans aux États-Unis et quand on est malade ou quand on a des problèmes et on n'a pas d'assurance, on va recevoir une facture de 30 000 euros ou 50 000 euros. Moi, je paye les impôts en France, plus qu'aux États-Unis peut-être même, mais ça vaut la peine. De son côté, Sylvia, l'ancienne roumaine, parle d'abord de laïcité. Une valeur qui n'existe pas dans d'autres pays. Je me sens très proche de ça. C'est le principe de la fraternité, d'égalité, d'accepter les gens, quelle que soit leur religion. Enfin, la France, c'est aussi le sens de la fête, ajoute Sylvia, qui ce soir-là a, comme Aziza et Andrew, célébré l'événement. Une bonne bouteille de champagne qui nous attend et je vais fêter avec mes amis et mon mari. C'est mon jour de gloire aujourd'hui. Le jour de gloire est arrivé, la Marseillaise. Voilà. Ça fait plaisir d'entendre des Français heureux. Il est bon parfois effectivement de se souvenir de la chance qu'on a de vivre ici, et ce reportage vient nous le rappeler. Merci Patrick Hisson pour toutes ces ondes positives. Demain matin, suite de notre Tour de France, nous retrouverons Samuel Goldschmidt en Meurthe-et-Moselle. RTL. 5h42, la météo, Marina, avec une belle journée. Oui, voilà, ce sera une belle journée en général. On patiente toujours parce qu'il y a souvent des brumes, des brouillards, des passages nuageux. Alors généralement, ça va se dissiper et on aura du beau, du Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté où c'est nuageux ce matin, mais ce sera mieux cet après-midi. Du beau dès ce matin des Hauts-de-France à l'Île-de-France, Centre-Val de Loire, au sud de la Loire, en allant vers la Méditerranée, ce sera beau. Alors il y a quand même des exceptions évidemment, sinon ce serait pas un vrai bulletin météo. Nous avons la Corse, l'Auvergne-Rhône-Alpes, où là les nuages vont résister avec quelques petites averses sur le relief corse et du vent. Et puis sur le nord-ouest, Bretagne, Normandie, le nord des Pays de la Loire, là les nuages vont résister avec quelques gouttes ce matin, un petit peu moins cet après-midi. Pour ce qui est des températures, c'est très contrasté. Si vous avez des éclaircies, vous avez des températures entre 3 et 7 degrés, donc c'est un peu frais. En revanche, sous les nuages, on dépasse les 10 degrés. Pour les températures cet après-midi, 15 à 24 degrés, vous aurez 16 à Lyon et Clermont-Ferrand, 18 à Lille et à Paris, 20 à Nantes, à La Rochelle et à Toulouse, 23 à Perpignan et à Toulon. Merci beaucoup Marina. RTL au tour du monde dans un instant. Direction l'Allemagne, un centenaire face au juge qui va devoir répondre de crimes nazis. À tout de suite.
RTL autour du monde. Direction l'Allemagne ce matin. Donc on vous parlait la semaine dernière sur RTL du procès de cette dame de 96 ans, ancienne secrétaire d'un camp de concentration. Eh bien un autre procès va s'ouvrir dans quelques heures devant un tribunal local de Brandebourg. L'accusé s'appelle Josef Schütz. Il est lui centenaire et il est poursuivi pour complicité de meurtre sur plus de 3500 personnes. En effet, le vieil homme est un ancien gardien du camp de concentration de Sachsenhausen. Il fait face aujourd'hui au juge. On va en parler avec notre correspondant en Allemagne, Léo Brauer-Potier. Bonjour Léo. Guten Morgen Dominique, bonjour. Léo, qui est à l'origine de ce procès ? Alors eh bien, il n'y a pas moins de 16 personnes parties civiles à ce procès, des survivants du camp de Sachsenhausen, mais aussi des ayants droit, des enfants, la famille, des dizaines de milliers de victimes du camp entre 1936 et 1945. Parmi ces ayants droit, on trouve l'architecte français Antoine Grumbach. Jean, son père, était un militaire français qui a résisté en Algérie. Transféré en Allemagne vers la fin de la guerre, il est déporté dans le camp de Sachsenhausen, où il meurt le 23 mars 1944. Pour Antoine Grumbach, la responsabilité de Josef Schütz, l'ancien garde SS, ne fait aucun doute. Le type est coupable, il a tout vu, il a tout su, il connaît tout. Le type, il a tout vu. Tu peux pas rester pendant, 4 ou 5 ans. Il a été 5 ans ou 6 ans, il a été gardien de camp et il a tout vu, puisque c'était eux qui leur tapaient dessus quand ils sortaient pour qu'ils sortent. Il les faisait marcher dans le froid pour qu'ils crèvent de froid, enfin, etc. C'était ça le rôle des gardiens de camp. Et pourtant, Léo, le désir de revanche, ce n'est pas ce qui anime les parties civiles au procès, c'est autre chose. Oui, c'est ce qui revient assez souvent chez les personnes que j'ai interrogées. Ça sert pas forcément à grand chose de chercher à se venger, en particulier quand les accusés approchent le crépuscule de leur vie. Du coup, l'un des bénéfices majeurs de ce procès, ça va être de mettre une nouvelle fois en lumière l'industrie de la mort mise en œuvre par les nazis. Et ça, c'est important pour Antoine Grumbach. Il s'agit de les juger pour qu'il y ait un procès avec des pièces écrites. Déjà, les juges ont réalisé l'avocat l'acte d'accusation. Voilà, c'est un document qui n'aurait pas été fait s'il n'y avait pas eu ce procès et qui va rester dans les archives pour des années que, à un moment donné, un pays très intelligent, très cultivé, tout d'un coup a mis son savoir technique et industriel dans la production de la mort. L'autre bénéfice du procès sera, selon le comité international Auschwitz, d'être un électrochoc, une piqûre de rappel pour répéter que même 70 ans après la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme existe et tue toujours. Christoph Heubner, le vice-président du comité, a fait part hier en conférence de presse de sa grande inquiétude face au retour du nationalisme et du populisme en Europe. Ces procès doivent donc servir de rempart mémoriel et générer de l'intérêt auprès des jeunes générations qui peuvent se sentir éloignées de l'histoire de l'Holocauste. Alors Léo, un accusé centenaire pour des faits qui remontent à plus de 70 ans. Comment un tel procès peut se tenir ? Et après autant de temps, il n'y a pas une forme de prescription ? Alors désolé pour ceux et celles qui nous écoutent de si bon matin, on va faire un petit peu de théorie juridique. Allez-y. C'est ce qu'on appelle la compétence universelle. En gros, ça dit qu'à partir du moment où une personne a commis des crimes contre l'humanité, des meurtres de masse, elle ne peut dire « c'était il y a trop longtemps, je ne m'en souviens plus ». On va donc juger des criminels présumé longtemps, très longtemps après les faits. Le procès qui démarre aujourd'hui n'est pas le seul, vous l'avez rappelé. Un autre procès a commencé la semaine dernière. L'accusé a 96 ans, secrétaire de camp de concentration, poursuivi pour complicité de meurtre sur plus de 10 000 personnes. Et d'autres procès de ce genre, il y en aura d'autres dans les prochains mois. RTL autour du monde. Nous étions ce matin en Allemagne avec notre correspondant Léo Brauer-Potier. Merci Léo. RTL Matin avec Dominique Tenza. Et à la une notamment le football ce soir avec Belgique-France, demi-finale de la Ligue des Nations, des retrouvailles pour les Belges qui restent sur une demi-finale perdue, le mondial en 2018. Ils l'ont toujours en travers de la gorge ce match. Parole de supporter belge avec Caroline N. Évidemment, on n'a qu'une envie, c'est de les battre aussi pour leur démontrer qu'ils ne sont pas toujours les plus forts. Eux ont gagné cette Coupe du Monde et nous, les Belges, on doit justement montrer une image positive. Allez, je vais me mouiller, je vois bien 2-1 pour nous. On va dire 2-1 pour la Belgique avec un goal de Eden Hazard et de Kevin De Bruyne. Et du côté français, on va dire allez, un petit goal de Mbappé, mais qui sera insuffisant pour gagner puisque nous en aurons marqué 2. Le match est à suivre ce soir à partir de 20h40 sur RTL. RTL Foot spécial demi-finale Ligue des Nations. Votre avis compte, venez l'exprimer sur RTL. Au 3210. Pas une semaine, pas un jour sans que ne soit publié un nouveau sondage. Nous serons dimanche à 6 mois du premier tour de l'élection présidentielle et on se demande ce matin quelles conséquences ont ces études d'opinion sur le comportement des Français, sur la campagne en général. On accueille une auditrice, Marina. Ingrid, fidèle auditrice des Petits Matins, qui forcément est au courant de tous ces sondages. On va en discuter avec elle. Bonjour Ingrid. Bonjour Ingrid. Bonjour Marina, bonjour Dominique. Alors d'abord, est-ce que vous lisez, vous, les sondages ? Est-ce que vous les regardez ?
Alors, je les regarde, mais après, ça ne m'influence absolument pas, et pour plusieurs raisons. On ne sait pas déjà qui est sondé, combien de personnes, quel panel vraiment. Est-ce que c'est la classe ouvrière? Est-ce que c'est des cadres? Est-ce que c'est des étudiants? Et est-ce que, si on refait le même sondage dans un mois, est-ce que c'est les mêmes personnes qui seront interrogées? Parce qu'elles sont aussi susceptibles de changer d'avis en fonction des propositions, en fonction des candidats qui sont réellement déclarés, ce qui n'est pas le cas de tout le monde actuellement, même si on en parle beaucoup. Donc j'ai absolument, moi, pas confiance du tout en ces sondages-là. Vous trouvez que c'est trop opaque, c'est ça? Il n'y a pas suffisamment de clarté autour de ces sondages? Si on sonde 1000 personnes, par exemple, parce qu'on ne sait pas le nombre de sondés, 1000 personnes, ça ne représente pas la France. Et après, d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, on le voit très bien quand il y a des élections plus régionales, même les municipales, on voit très bien que les gens ne votent pas du tout pareil d'un département à l'autre, d'une ville à l'autre. Donc, non, j'ai pas confiance du tout, moi. Alors, William Galibert, tout à l'heure, dans la brigade à 6h15, nous expliquera justement l'anatomie, entre guillemets, d'un sondage, comment on fabrique un sondage, et vous aurez certainement les réponses à toutes ces questions. On rappelle que les sondeurs, ce que les sondeurs disent souvent, il s'agit d'une photographie de l'opinion à l'instant T, et non pas un résultat de l'élection présidentielle. Et heureusement, on a déjà vu dans le passé, Ingrid, des retournements de situation assez spectaculaires. Exactement, mais c'est pour ça que quand je disais, est-ce que les personnes qui là, donc apparemment mettraient Zemmour au deuxième tour, est-ce que c'est les mêmes personnes qui seront interrogées le mois prochain si le même institut de sondage refait le sondage? Parce que tout le monde peut changer d'avis, je crois, comme on dit, il y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis, mais voilà, est-ce que ce sera exactement les mêmes personnes? Parce que les résultats peuvent complètement varier d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre, ou d'une semaine à l'autre. Néanmoins, ces sondages, et quelle que soit leur méthode et leurs résultats, ils influent sur la campagne. Parce qu'on en parle, parce qu'on les commente, parce que certains candidats se positionnent vis-à-vis de ça. Oui, mais entre ce qu'on dit réellement et après ce qui se passe dans l'isoloir, vous savez, moi, je crois que ce que je vois. Voilà, exactement. Merci en tout cas Ingrid, restez avec nous. Et 6h15 tout à l'heure, la brigade RTL avec William Galibert du service politique qui va tout nous expliquer. Beaucoup de réactions sur les sondages, justement, Pierre-Louis, sur nos réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission. Brigitte, tiens, par exemple, qui ne se fie pas, elle, aux sondages. Ah oui, pour moi, ils ne valent pas grand-chose, il y en a trop et tout le temps. Aurore, elle, ne se laisse pas influencer par les sondages. Comment sont choisis les sondés? Dans quelle ville? On le sait, les votes diffèrent beaucoup selon les régions et tous les candidats ne sont pas encore déclarés. Perso, j'ai fait mon propre choix et j'ai déjà ma petite préférence. Une autre Brigitte a également écrit sur notre page Facebook. On fait bien dire ce que l'on veut au sondage. On verra bien, mais je sens que ça va encore beaucoup bouger d'ici le premier tour. Enfin, pour Thierry, en ce moment, les médias ne parlent que d'Éric Zemmour. C'est logique qu'il monte en flèche dans les sondages, mais il faut se méfier. Il y a toujours un sondage pour en enterrer un autre. S'il se déclare candidat, attention à l'effet pchit, c'est fort possible que ça fasse, ce soit un échec. C'est fort possible que ce soit un échec. L'effet quoi? L'effet pchit. C'est bien le pchit. Parfait. Merci Pierre-Louis, vous continuez de réagir sur nos réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, notamment RTL Petit Matin. On va saluer Aline Perraudin qui vient d'entrer dans ce studio. Bonjour Aline. Bonjour Marina. Avec un sourire éclatant. Voilà. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Parce qu'on va parler de nos dents ce matin et le souhaitent beaucoup d'entre nous d'avoir de belles dents blanches. C'est possible, ça se fait pas d'un coup de baguette magique. Hein. C'est tout à fait possible, mais c'est pas sans risque non plus et c'est pas donné non plus. Allez, vous allez nous expliquer tout ça. On marque une courte pause, on se retrouve juste après. RTL Matin avec Dominique Tenza. RTL Matin. On est bien. Et chaque semaine, du lundi au jeudi, c'est Aline Perraudin qui prend soin de nous. Ce matin, de nos dents. Avoir des dents plus blanches, c'est le souhait de beaucoup d'entre nous. Le blanchiment des dents, est-ce sans risque ? Alors, c'est pas tout à fait sans risque. C'est vrai qu'on se pose plein de questions. Alors, il faut savoir en quoi il consiste. Il se base sur l'utilisation d'eau oxygénée. Plus savamment, on parle de peroxyde d'hydrogène. Il s'agit de déposer un gel contenant cette eau oxygénée sur les dents à blanchir. Il va agir en acidifiant l'émail dentaire et en le pénétrant, il va pouvoir le nettoyer en profondeur et le rendre plus clair. Mais ça l'abîme pas, cet émail? C'est pas dangereux? Alors, vous avez raison, Marina. C'est pour cela que la réglementation a changé en 2012. Elle a imposé aux chirurgiens dentistes de ne travailler qu'avec des produits contenant au maximum 6% de peroxyde d'hydrogène. Ouais. Ailleurs, dans les bars à sourire, par exemple, ou en vente libre, il n'est pas autorisé d'utiliser des produits éclaircissants dosés à plus de 0,1% de peroxyde d'hydrogène.
Ils sont donc 60 fois moins dosés que les produits proposés par les dentistes et par conséquent beaucoup moins efficaces. Alors on trouve par exemple des gels à déposer avec un pinceau, des bandelettes imprégnées de cette substance. J'imagine que le dentifrice miracle, là, le White Now, pour pas le citer, j'ai même vu un dentifrice à l'extrait de charbon, tout ça on oublie ? Alors les dentifrices dits blanchissants, en fait, ils contiennent plutôt des agents polissants qui gomment les taches plutôt qu'ils ne blanchissent. D'accord. Voilà. Ouais. Alors concrètement, on commence par aller voir son dentiste. Alors c'est ça ? c'est vraiment important. Il doit faire l'état des lieux de notre dentition pour voir s'il n'y a pas de contre-indication. Par exemple, un émail trop fragile, des caries ou une pathologie des gencives. De plus, il pourra vous détartrer les dents pour les nettoyer, afin que le produit éclaircissant puisse bien agir. Et alors, depuis que les dentistes ne peuvent utiliser qu'un dosage à 6%, maintenant, le blanchiment se réalise la plupart du temps à domicile, car au cabinet, cela nécessiterait de nombreuses séances, ce qui s'avérait vraiment fastidieux et coûteux, plus de 1 000 € en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Le dentiste, il va commencer par prendre des empreintes de vos dents pour réaliser des gouttières sur mesure. Elles vont servir de réservoir dans lesquels vous mettrez le gel éclaircissant ensuite. En général, on porte les gouttières 1 heure par jour et on renouvelle l'opération pendant à peu près 3 semaines jusqu'à ce qu'on en obtienne le résultat espéré ou bien que le blanchiment n'évolue plus. Alors, le chirurgien dentiste fournit donc les gouttières sur mesure et le gel de peroxyde d'hydrogène nécessaire. Et ça coûte combien ? Alors, c'est pas donné, de 400 à 800 € selon le standing du cabinet. Non remboursé, bien sûr, puisque ce soin n'a qu'une visée esthétique. On peut disposer d'un budget moindre. Alors là, le dentiste peut vous proposer des gouttières standards, jetables et imprégnées du même produit pour un coût environ de 150 €. C'est vraiment moins cher. Bon, alors, Aline, ces techniques sont-elles sans risque ? Alors, c'est pas sans risque parce que le gel éclaircissant, il peut provoquer des sensibilités dentaires, temporaires, heureusement, plus ou moins douloureuses. Il faut alors diminuer le temps de pose des gouttières ou bien les espacer. Attention aussi, le gel est irritant pour les gencives. C'est pour cela d'ailleurs qu'on préfère les gouttières sur mesure. C'est mieux. Mais une fois qu'on a pris toutes ces précautions, est-ce qu'après ça fonctionne bien ? Est-ce qu'on peut avoir un sourire de star comme celui de Dominique Tenza ou le vôtre, Marina ? Eh bien, il n'y a pas de miracle avec le blanchiment. D'ailleurs, les dentistes préfèrent parler d'éclaircissement des dents. Voilà. Le blanc ultra bright, ça n'existe pas. Le blanc ultra bright, c'est pas très joli non plus. Non, franchement, c'est moche. Et le résultat, il dépend beaucoup de l'état initial de l'émail dentaire. Par exemple, un émail gris sera plus difficile à blanchir qu'un émail jaune. Alors, l'éclaircie, elle dure quand même plusieurs mois, voire 1 ou 2 ans. Heureusement, pour 800 €, il faut espérer que ça dure un peu. En fait, tout dépend de son mode de vie, de son alimentation, de la prise ou non de café, de thé, de si on fume ou pas. Et pour ce qui est, Marina, du sourire de star, sachez que le tout Hollywood a plutôt recours aux facettes en céramique, mais là, c'est une autre histoire et c'est un autre budget aussi. Ah oui, on en reparlera de ces facettes d'ailleurs, parce que j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne. Promis. Merci beaucoup, Aline Perronin de Santé Magazine. On vous dit à lundi. À lundi. Demain, vendredi, c'est Marine L'Orphelin qui sera à votre place. Il est 5h59. Vous êtes bien sur RTL. L'heure de faire un point sur notre ciel, notre météo, Marina, avec une journée qui ne sera pas trop mauvaise. Franchement, ce ne sera pas trop mal. On a quand même des endroits où les nuages vont résister. Bretagne, Normandie, nord des Pays de la Loire, là c'est couvert, ça le restera. Il peut y avoir quelques gouttes là-dedans, c'est assez faible, assez localisé, mais c'est possible. On a aussi des nuages qui vont résister vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais là sans averse. Et puis un risque d'averse pour le relief corse ou sur le reste de l'île de Beauté, ce sera assez nuageux. Pour les autres, ce sera du beau temps. Alors parfois, il va falloir juste attendre que la grisaille matinale se dissipe, notamment de la Bourgogne-Franche-Comté au Grand Est. Là, les nuages sont quand même assez importants, parfois doublés de brumes et de brouillards. Il y a aussi quelques gouttes, mais dans l'après-midi, ça ira mieux. En revanche, les éclaircies seront assez belles. Et dès ce matin, les brouillards vont vite se dissiper, mais dès ce matin, ce sera beau. Ensuite, des Hauts-de-France à l'Île-de-France, jusqu'au sud de la Loire et à la Méditerranée. Du beau temps, mais du vent en Méditerranée, puisqu'on aura encore du Mistral et de la Tramontane. Un Mistral soufflant jusqu'à 90 km/h. Les tempêtes
températures. Alors ce matin, si vous avez des éclaircies, c'est frais, donc couvrez-vous. Il fait entre 2 et 7 degrés. Sous les nuages, en revanche, vous dépassez les 10 degrés. Et pour les températures cet après-midi, comptez 15 à 20 degrés sur la moitié nord et 20 à 24 sur la moitié sud. Dans une quinzaine de minutes, mon invité sera l'auteur d'une enquête sur ces petits arrangements entre hauts fonctionnaires au sommet de l'État. Ils occupent des postes clés dans les affaires ou dans l'administration et ils peuvent toujours compter les uns sur les autres pour faire carrière. Des dérives auxquelles Vincent Jauvert, journaliste à l'Obs, a consacré un livre. C'est à la fois effarant et passionnant. On en parlera avec lui à 6h15. Très bon réveil, vous écoutez RTL, il est 6h. Et le journal, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Dominique, bonjour à tous. À la une, cette information RTL, l'emploi à domicile simplifié pour 1 100 000 foyers dès l'an prochain. Le gouvernement espère ainsi lutter contre le travail au noir. Tous les détails à suivre dans un instant. Vers la fin du pass sanitaire, la question sera au menu d'un nouveau conseil de défense aujourd'hui. Le cercueil de Bernard Tapie sur la pelouse du stade Vélodrome. Nos dernières informations sur l'hommage des supporters marseillais. Et puis le match de la revanche en football ce soir, Belgique-France en demi-finale de la Ligue des Nations. RTL Matin. Bientôt plus facile de déclarer sa femme de ménage ou son jardinier. C'est en tout cas le pari du gouvernement qui met en place à partir du 1er janvier prochain un crédit d'impôt en temps réel avec un intérêt double. Pas de frais à avancer contrairement à maintenant. Et puis de la paperasse simplifiée. C'est une information RTL. 1 100 000 foyers seront d'abord concernés par cette mesure avant de l'étendre plus tard aux gardes d'enfants notamment. Anaïs Bouissou, quelques employeurs pourraient se laisser convaincre. Tous les premiers mercredis du mois, le rituel est le même pour Olivier, se rendre au distributeur le matin avant de partir travailler. Je vais devoir régler ma femme de ménage, je la paye au black. 13 € de l'heure. Le mois dernier, elle nous a fait 14 heures. Évidemment, le distributeur ne va pas me donner 182 €. Donc je vais arrondir à 180. Et les autres fois, j'arrondis au-dessus. Et voilà le salaire de ma femme de ménage. Elle vient quand je suis pas là, quand je suis au boulot, je reviens, tout est propre, tout est nickel. Elle me l'a proposé dès le début que je la déclare. C'est juste le temps que ça va me prendre qui me rebute. On reste sur des petites sommes, j'ai pas l'impression d'escroquer qui que ce soit. 2 heures plus tard, Olivia récupère son argent et débute son travail. On fait la vaisselle. Sur 8 employeurs, la moitié la déclare. Je suis déclarée lundi, mardi. Mercredi, jeudi, non. Et vendredi, oui. Mais avec les confinements du Covid, Olivia s'est rendue compte de sa précarité quand elle n'est pas déclarée. Pendant le Covid, je n'ai pas pu travailler. Je vais demander à être déclarée. De son côté, Olivier, l'employeur, attend de voir si le crédit d'impôt en temps réel est facile d'utilisation. Il ne déclarera son employé qu'à condition de limiter au maximum la paperasse administrative. Anaïs Bouissou pour RTL. Bercy compte beaucoup sur ce crédit d'impôt en temps réel pour faire rentrer les employeurs dans le droit chemin. 70 000 salariés pourraient ainsi être légalisés selon le ministre chargé des comptes publics. Le pass sanitaire bientôt allégé ou adapté ? La question doit être tranchée en tout cas ce matin lors d'un nouveau conseil de défense sanitaire alors que les chiffres de l'épidémie sont au plus bas. Également sur la table de l'Elysée, l'option d'une 3e dose de vaccin pour tout le monde, Odile Pouget. Alors pour l'instant, la Haute Autorité de Santé estime que la mesure est encore prématurée. D'abord parce que la situation sanitaire s'est nettement améliorée. Ensuite parce qu'on manque de données sur l'intérêt d'une dose de rappel chez les plus jeunes. Les seules études en vie réelle qui prouvent une réduction des risques de formes graves avec cette 3e dose portent sur les plus de 60 ans. Mais la HAS ne ferme pas pour autant la porte. Elle assure qu'un rappel pour tous les adultes deviendra probablement nécessaire dans les mois qui viennent. La priorité pour l'instant, c'est d'augmenter la couverture vaccinale chez les plus vulnérables. Ainsi, 16% des plus de 80 ans n'ont toujours pas reçu leur 2 doses. Odile Pouget pour RTL. Les coulisses de l'affaire Jonathan Daval avec l'interview exclusive du procureur à suivre à partir de 7h20. C'est lui qui a dirigé l'enquête sur le meurtre d'Alexia dans un bois de Haute-Saône il y a 4 ans. Son mari, après avoir menti à tout le monde, était finalement passé aux aveux. Emmanuel Dupic, le procureur de la République de Haute-Saône, lui qui a dirigé toute l'enquête, raconte pour la première fois sur RTL. On retrouve une jeune femme, effectivement, qui a été partiellement, dont le corps a été partiellement brûlé, qui présente des traces probablement de strangulation et qui présente également un visage extrêmement tuméfié, c'est-à-dire qu'elle a reçu des coups importants sur le visage. Les professionnels du crime vous diront qu'effectivement, ce sont des manifestations plutôt d'un meurtrier qui se situe dans la sphère familiale, c'est-à-dire un meurtrier qui connaît sa victime parce qu'il y a un grand acharnement. Et c'est vous aussi qui annoncez la découverte du corps à la famille ?
un moment qui est extrêmement rare et très difficile, où je dois à la fois annoncer à la famille qu'on a découvert un corps carbonisé, qui est probablement celui de leur fille, et puis, au même moment, indiquer la découverte de ce corps à un suspect, Jonathan Daval. Un entretien mené par Alice Moreno avec le procureur de l'affaire Daval, à écouter donc dans 1 heure sur RTL. Dans un instant, jambon beurre ou thon crudité, les Français de plus en plus accros au sandwich. RTL Matin. Un effet inattendu du confinement, Alexandre, les Français ont redécouvert le sandwich. Plus 4% de ventes par rapport à 2019, un marché sans doute boosté par la fermeture des restaurants, alors que les boulangeries, elles, sont restées ouvertes, considérées comme essentielles, un phénomène que vous avez pu constater, Arnaud Touche, dans cette boulangerie de Neuilly-sur-Seine. À l'heure du déjeuner, les sandwichs dans la vitrine partent les uns après les autres, notamment achetés par Michael, un client fidèle. On essaye de rester à 2 par semaine, c'est déjà pas mal. C'est plus qu'il y a 2 ans ou 3 ans par exemple ? Largement. Les habitudes ont changé. Les boulangeries restées ouvertes, les pauses à l'extérieur, tout cela a boosté le marché. Et chez Sébastien, il y a le choix. Le best-seller, je veux dire que ça restera le thon crudité et le jambon gruyère crudité. Il gère la boulangerie Jacques et ses ventes ont été dopées depuis 2 ans. Aujourd'hui, on fait presque 10% de plus de sandwichs à peu près, après Covid, Voilà, aujourd'hui. Le sandwich a même progressé de 4 points par rapport à 2019, comme le détaille Nicolas Nouchy de chez CHD Expert, qui vient de mener une enquête pour le salon du snacking. La boulangerie-pâtisserie, elle s'est très vite relancée dans son activité de snacking, beaucoup plus vite que n'importe quel univers, parce qu'on se sert rapidement et aussi parce qu'il y a quand même des marqueurs de qualité. Donc tout ça cumulé, redonne un certain nombre de lettres de noblesse au sandwich. La salade reste le 2e produit le plus consommé lors des pauses déjeuner. Le burger se classe 3e et perd même 3 points cette année. Arnaud Touche pour RTL. Le corps de Bernard Tapie au stade Vélodrome cet après-midi à Marseille. Hommage inédit pour l'ancien patron de l'OM. Son cercueil fera son entrée sur la pelouse au cours d'une rediffusion de la finale de 1993, la Ligue des Champions. Sous les yeux des supporters, les obsèques de Bernard Tapie auront ensuite lieu demain à 11h à la cathédrale de la Major, toujours à Marseille. L'heure de la revanche a sonné pour les supporters belges. C'est du football et c'est ce soir. Belgique-France en demi-finale de la Ligue des Nations, 3 ans après la défaite des Diables Rouges lors du mondial en 2018 face aux Bleus. Et les Belges l'ont toujours en travers de la gorge. Le match a une saveur particulière. Bien sûr que nous avons encore sous son mémoire 2018 et cette grande déception que nous avons eue en demi-finale contre la France. Et je dirais que l'heure de la revanche a sonné. C'est toujours très bon enfant. On est des vrais supporters. On a toujours une ambiance super. Pour ma part, moi, il n'y a pas de rivalité avec eux. C'est pas vraiment une revanche. Nous, tout ce qu'on veut, c'est gagner ce match et soulever notre premier trophée. Moi, je prends vraiment ça comme un match de fair play contre des amis, que le meilleur gagne. Évidemment, on n'a qu'une envie, c'est de les battre aussi pour leur démontrer qu'ils ne sont pas toujours les plus forts. Eux ont gagné cette Coupe du Monde et nous, les Belges, on doit justement montrer une image positive. Allez, je vais me mouiller, je vois bien 2-1 pour nous. On va dire 2-1 pour la Belgique avec un goal de Eden Hazard et de Kevin De Bruyne. Et du côté français, on va dire un petit goal de Mbappé, mais qui sera insuffisant pour gagner puisque nous en aurons marqué 2. Des propos recueillis par Caroline N pour RTL. Rendez-vous dans RTL Foot ce soir à partir de 20h40 pour ce match Belgique-France à suivre en intégralité sur RTL. Les courses à Saint-Cloud, Alexandre. Les pronostics de Dominique Cordier, le 4, le 8, le 10, le 6, le 12, le 13, le 14 et la dernière minute, c'est le numéro 6, Astrologia. Merci Alexandre, on vous retrouve à 7h tout à l'heure aux côtés d'Yves Calvi. La météo, Marina, ce sera beau cet après-midi. Après, quelques fraîcheurs ce matin tout de même. Oui. Là où le ciel est dégagé, c'est vrai que les températures sont fraîches. On est entre 2 et 7 degrés. Pour les autres, sous les nuages, là, les températures dépassent les 10 degrés. Pour les températures cet après-midi, comptez 15 à 20 sur la moitié nord, c'est plutôt de saison, et 20 à 24 sur la moitié sud. Du côté du ciel, vous l'avez dit, ce sera une belle journée. Va falloir patienter quand même pour certains, que les nuages et les petites gouttes se dissipent. Ce sera le cas du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté. L'après-midi sera agréable, mais ce matin, c'est couvert. Il y a aussi quelques brumes et brouillards qui vont se dissiper, mais localement, c'est possible. Des Hauts-de-France à l'Île-de-France en allant vers le sud de la Loire, la Méditerranée, mais globalement ce sera du beau temps pour vous. Là où les nuages vont résister toute la journée, c'est en Bretagne, Normandie, nord des Pays de la Loire, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Corse. Merci beaucoup Marina. RTL Matin.
Dominique Tenza. Difficile d'échapper à l'information depuis hier. Éric Zemmour a 17% d'intention de vote dans un sondage Harris pour Challenge, et donc potentiellement qualifié pour le second tour de la présidentielle. 13% dans un autre sondage publié hier lui aussi, Elab, cette fois pour BFM. On a envie d'aller un peu plus loin que ces chiffres ce matin, voir ce qui se cache derrière. Ingrid, tout à l'heure au 3210, nous demandait comment tout ça est fabriqué, comment sont fabriqués les sondages, comment fonctionnent les sondeurs. On voit ça avec vous. Bonjour William Galibert. Bonjour. D'abord, il faut savoir que tout se passe désormais par Internet. Oui, je sais que vous êtes un peu nostalgique des coups de fil, Dominique. Bonjour, Monsieur Tenza. Est-ce que vous auriez quelques minutes pour répondre à nos questions? Bon, ça m'est personnellement jamais arrivé, mais effectivement, ça doit être passé comme ça. C'est fini. Ça n'existe presque plus maintenant. On clique, on coche des cases sur des questionnaires en ligne. C'est aussi simple que ça. Et ça peut aller très vite parce que pour faire une enquête auprès d'environ 1000 personnes, il ne faut pas plus de 48 heures. Qui participe? Uniquement des gens qui se sont inscrits, qui ont accepté de répondre à ces enquêtes. Vous avez sûrement vu en ligne ces publicités, ces bannières qui disent venez participer pour des enquêtes rémunérées. Eh bien, c'est là que ça se passe. Ça veut dire qu'on est payé pour répondre au sondage? Payer, c'est un bien grand mot, parce qu'en général, le salaire, ce sont des bons d'achat ou alors quelques centimes, 10, 20 ou 30 centimes pour répondre à une enquête. Donc, c'est pas avec les sondages que vous allez faire fortune. Non, mais donc s'il faut s'inscrire, ça veut dire que ce sont toujours les mêmes personnes qui participent finalement? Oui, c'est la question que posait Ingrid tout à l'heure au 3210. Eh bien, moi aussi, je me suis posé cette question. Et là, c'est Christelle Craplet de l'Institut BVA qui m'a aidé. Non, bien sûr. Et le terme panel peut d'ailleurs prêter un peu à confusion parce qu'on peut avoir l'impression qu'on interroge toujours les 1000 mêmes personnes, mais absolument pas. À chaque fois, c'est renouvelé. Ce sont des bases qui sont très, très conséquentes et qui permettent justement d'assurer le même renouvellement qu'on aurait quand on interrogeait classiquement par téléphone avant en appelant dans le foyer. Et si l'échantillon n'est pas tout à fait représentatif, là, on effectue ce qu'on appelle des corrections, des redressements. Mais tout ça est scientifique. Pas de formule magique, pas de coup fourré et pas de doigt mouillé, m'ont assuré tous les sondeurs à qui j'ai parlé. Donc finalement, plus les gens sont nombreux, plus le sondage est fiable? Oui, ou plutôt plus la marge d'erreur sera faible. Pour Éric Zemmour, à 17% par exemple, il y a une marge d'erreur d'environ 2 points. Ça veut dire que l'Institut Harris ne peut pas dire si il est à 15, à 19, donc il y a cette moyenne qui est effectuée à 17, et puis il y a une commission des sondages qui surveille tout ça. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez aller sur le site de la commission des sondages, et vous avez toutes les notices détaillées de chaque enquête avec la méthode, les gens interrogés, leur âge, leur région, il y a absolument tout ça est transparent. Bon alors, on comprend que c'est fait scientifiquement, est-ce que c'est vraiment fiable tous ces sondages? Si on prend ces sondages pour ce qu'ils sont, oui, pour une photo, pour un instantané, pour voir des grandes tendances au fil des semaines, là c'est fiable, mais si on veut y lire le résultat d'une élection qui a lieu dans 6 mois, là on est sûr de se planter et heureusement. Et heureusement, voilà qui est ce matin beaucoup plus clair. Merci à vous William Galibert du service politique de RTL. Une pause et mon invité dans un instant, auteur d'une enquête sur le copinage au sommet de l'État ou comment une petite poignée s'entraide pour faire carrière. La mafia d'État, c'est le titre de son livre. Il est avec nous pour en parler ce matin. À tout de suite. RTL Matin. Pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL Matin avec Dominique Tenza. Et à la une ce matin, notamment cette information RTL, une simplification à venir. Si vous employez quelqu'un à domicile pour le ménage par exemple ou pour garder vos enfants, cela concerne 1 100 000 particuliers. À compter du 1er janvier prochain, sachez que vous n'aurez plus rien à avancer, le crédit d'impôt sera déduit automatiquement en temps réel. Plus besoin d'attendre le remboursement des impôts l'année d'après. L'idée c'est de réduire le travail clandestin, estime Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics. Nous estimons que si on arrivait à régulariser 20% du travail clandestin, ça représenterait 30 000 emplois réguliers. 30 000 emplois réguliers dans un secteur comme l'emploi à domicile, c'est facilement 70 000 personnes, parce que ce sont souvent des emplois à temps partiel. On y reviendra dans le journal de 6h30. RTL, l'invité des petits matins. Et avec nous ce matin, l'auteur d'une enquête qui ne manquera pas à coup sûr de vous faire réagir. Enquête sur ces petits arrangements dont nos dirigeants ont le secret. Bonjour Vincent Jauvert. Bonjour. Vous êtes grand reporter à l'Obs. Votre livre s'intitule La mafia d'État. On peut dire que vous y allez fort. Votre précédent s'appelait Les Voraces, celui d'avant Les Intouchables. J'ai l'impression que vous leur en voulez un peu à ceux qui nous gouvernent, non ? Non, je veux juste alerter sur un phénomène très français.